bienvenue tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. On va se retrouver pour le panel de l'animation. On aura des invités exceptionnels, on parlera aussi bien de l'animation chez Ankama, on parlera Wakfu, on parlera d'animation japonaise, on parlera aussi de web-séries de chez Canal+. Et nous sommes accompagnés maintenant de deux invités incroyables, Sonia et Malek. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, on fait de la gauche à droite de manière un peu scolaire. Ouais. Exactement. Alors Sonia, moi ça fait 19 ans que je bosse dans l'animation et 15 ans à Ankama en tant que character design. Je suis arrivée sur la mi-saison de Wakfu, de la saison 1. Et je suis passée chef design à partir de la saison 3, saison 4, et j'ai travaillé sur tous leurs projets univers Cosmos ou autres hors Cosmos. Le film Dofus, Princesse Dragon, série Lance Dure, tout ça. Voilà. Donc coucou, moi c'est Malek. Et à la base je suis storyboarder dans l'industrie du dessin d'animation. Après, je suis parti faire de l'animation traditionnelle au Japon. Je suis revenu, j'ai fait du storyboard, j'ai fait une chaîne YouTube avec plein de vidéos où je fais du rap et des parodies de dessins animés, de séries en dessin animé japonais. Et récemment, j'ai intégré Ankama en tant que co-réalisateur sur la saison 4 de Wakfu, Lance Dure, et réalisateur du spécial Oropo, Bataille pour l'Héliacube. Voilà. Très bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément les métiers de l'animation, en quoi consiste précisément votre rôle dans le processus de création justement d'une œuvre, que ce soit dessin animé, web-série, etc. En quoi consiste votre métier? On continue de gauche à droite, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors moi j'interviens, donc je fais de la création de personnages et j'interviens à plusieurs étapes de l'animation. La première étape c'est quand on a un projet, c'est-à-dire qu'il y a juste une intention d'écriture, il y a une bible littéraire. Et il faut donner un visuel à cette bible littéraire, et donc je fais une bible graphique du développement. Donc c'est des recherches, et ça va être pour aller chercher des fonds, récupérer de l'argent pour monter vraiment la production de la série, du long métrage, peu importe. Et donc il y a cette première étape, et ensuite une fois que c'est bon, on va faire le film ou on va faire la série ou tout ça, il y a ce qu'on appelle la pré-production. Et c'est l'étape où il y a des scénarios du coup qui sont écrits. Et moi, en fonction des scénarios, eh bien, je vais devoir créer les personnages qui interviennent dans ces scénarios pour que le storyboarder sache à quoi ils ressemblent et puisse les mettre en scène. Et puis pour que, après, une fois que le storyboard est fait, donc la mise en scène de l'épisode est fait, je dois rajouter des références, rajouter des visuels pour qu'ensuite les animateurs puissent animer et faire l'épisode, produire du coup l'épisode. Voilà. D'accord. Donc ça c'est mon étape. Et du coup, moi en tant que co-réalisateur, en fait, j'interviens dès la phase d'écriture avec l'auteur, donc en l'occurrence Tot sur Wakfu, qui tout sort de sa tête, il écrit l'histoire, moi je reçois le script, et à partir de là, je vais commencer à dépouiller, c'est-à-dire me poser les questions, comment est-ce que narrativement et techniquement on va transmettre ce qui est écrit à l'image, parce que des fois il y a des choses qui marchent à l'écrit qui ne marchent pas forcément en dessin, et du coup il y a une traduction à faire, parce que derrière moi, en tant que co-réalisateur, je dois dispatcher tout le travail de fabrication auprès des différents pôles, c'est-à-dire que quand on a travaillé avec Sonia qui était déjà au Cara Design, derrière il faut animer, il faut faire les décors, il faut faire la couleur, il faut faire le son, il faut faire le compositing, il y a une centaine de personnes, une bonne centaine de personnes qui interviennent. Et moi, mon rôle dans un premier temps, c'est de traduire le script en storyboard. Le storyboard, c'est le récit mis en petits dessins croquis qui vont permettre de fabriquer le dessin animé. Donc je travaille avec une équipe de storyboarders. Et ensuite, une fois que le storyboard est fait, c'est dispatché dans les différents départements, décors, traits, animation, les lieux de posing. Et mon rôle, après ça, donc il y a beaucoup de storyboard à faire, et en plus de ça, il faut coordonner tout le monde, il faut répondre à toutes les questions. Dès que quelqu'un a une question, ils viennent voir les réalisateurs. Donc il y avait moi et Todd, donc ils reviennent vers nous avec des questions, on doit y répondre, on doit être capable d'aiguiller l'équipe. En gros,
quand on réalise une série, on est comme un chef d'orchestre avec le petit bâton et on doit synchroniser les 50 bassistes, les 50 contrebasses, les 30 violons, les 3 chanteurs et chaque personne doit être traitée de la même importance. Même le mec avec son petit triangle au fond doit être traité avec la même importance que le soliste au premier plan, quoi. Et donc c'est un travail de longue haleine de chef d'orchestre, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que c'est très compliqué ou pas de créer par exemple un personnage? Ça prend beaucoup de temps ou pas du tout? C'est difficile quand il n'est pas clair. Si l'intention est claire, en fait, alors après on fait des recherches, on fait des essais, mais c'est vrai que plus le personnage a son caractère vraiment bien défini, plus en fait moi je vais savoir vers quoi m'orienter, quelle forme en fait essayer de trouver pour que le visuel supporte au maximum le sens du personnage, son caractère. Et en même temps, il y a 2 choses que je dois allier. C'est à la fois, il faut vraiment que la forme soit la plus claire possible. On comprenne directement, genre, ok, ce que veut dire le personnage, son essence. Mais comme après, ça doit être repris par des gens qui vont l'animer, il faut aussi que j'arrive à avoir la forme la plus synthétique pour qu'elle soit la plus simple à pouvoir être redessinée facilement. Donc c'est 2 contraintes que je dois allier. Et s'il y a une difficulté, elle est là. Voilà. Mais j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces métiers, justement? Comment vous La en folie. êtes venu à... Non, je pense que... moi, toute petite, je dessinais tout le temps. Et puis, j'adorais les bandes dessinées, j'adorais les jeux vidéo, j'adorais les dessins animés. Et en fait, quand on comprend que ça peut être un métier... Et donc du coup, quand on se renseigne sur les formations, comment arriver à faire ce type de travail, et après c'est beaucoup d'heures de labeur. Ouais. Voilà. Moi je sais que j'ai toujours dessiné quand j'étais petit. C'était plus ou moins une façon de m'occuper. J'étais hyper actif. Je suis toujours de toute façon, mais... Et je pense que ma mère m'a dit tiens, tu me casses les pieds, va sur tiens, voilà des crayons, amuse-toi, voilà un pianote dessus. Ah, ok, d'accord. On a fait plein de trucs. Et je pense que c'est devenu une passion très vite. Et de fil en aiguille, je pense que tous les enfants aiment dessiner. Enfin, beaucoup d'enfants aiment dessiner. Et à un moment donné, la vie fait qu'on passe à autre chose ou pas. Et moi, dans mon cas, c'est très jeune, j'ai voulu travailler. Moi, ce qui me faisait rêver, il y avait 2 choses qui me faisaient rêver. Il y avait Dragon Ball Z et les films de Disney. Et moi, je voulais travailler chez Disney à la toute base. Et c'est devenu une obsession très tôt. Et je me souviens, j'avais 10 ans, je prenais des cours de dessin au centre de loisirs à côté de chez moi. Je voulais apprendre à peindre, à dessiner. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué, ma mère m'a poussé dedans, m'a jamais dit non mais je voudrais que tu fasses ci, fasses ça. Elle m'a dit écoute, vas-y, t'as la possibilité de le faire, vas-y mon fils, vas-y, va où tu veux aller. Et puis après je pense que j'ai eu la chance de pouvoir le faire et de faire les bonnes rencontres au bon moment. Parce que quand on veut, on peut, c'est des conneries, il faut arrêter de se voiler la face. C'est que j'ai pu le faire. J'ai eu la capacité, les opportunités et j'ai réussi à faire ce que je voulais entreprendre. Et puis après, quand c'est devenu un métier, comme ce que disait Sonia, entre un passe-temps et un métier, il y a quand même un gouffre entre les deux. Et quand j'ai commencé mes études, parce que je voulais devenir meilleur, parce qu'on m'avait dit clairement, oui, c'est bien, mais maintenant, il faut apprendre à dessiner, il faut aller dans une école. Et j'ai rien lâché, j'ai continué de dessiner, j'ai continué. Puis après, je suis arrivé dans le travail, et puis ça m'a passionné, j'ai rien lâché. Et puis de fil en aiguille, on en est là, quoi. Mais c'est quand même obsessionnel, quoi. C'est quand même, c'est un métier de dingo. Miyazaki l'a dit, animer was a mistake. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est tellement cool. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ça reste, selon vous, un monde fermé ? Dans le sens où est-ce que c'est facilement accessible entre guillemets, ou est-ce que ça reste très fermé, ou ça reste du coup je me suis perdu dans ma question, mais est-ce que ça reste fermé ou ouvert, dans le sens où j'ai l'impression que c'est entre les deux, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup plus d'écoles d'animation, de formation, on a plus avec internet, de réseau, on a plus accès en fait à
à des making-of, à des backgrounds, à des groundwork, des trucs comme ça, qui fait qu'on comprend déjà que c'est un métier, que c'est possible, et on a accès à beaucoup d'informations pour se former ou quoi que ce soit. Mais avant, c'était entre guillemets plus facile de entre guillemets rentrer dans un studio et de faire ses preuves et d'apprendre sur le tas, d'être formé au sein du studio. Donc c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est devenu plus accessible, mais en même temps c'est plus compliqué de rentrer, de faire sur le tas, quoi. Les équipes sont plus grandes aussi, j'imagine, peut-être. Est-ce que les équipes sont pas plus grandes qu'avant? Peut-être plus, parce que peut-être qu'avec le fait que ça soit devenu digital, que ça soit. Est-ce que les équipes sont pas plus grandes qu'avant ou... En fait, moi je me souviens à l'époque quand on a commencé à bosser. Enfin, moi quand j'ai commencé à bosser, c'était en 2007, 2006 même, ça date. À l'époque, le numérique, c'était pas si. En tout cas, dans l'animation et le storyboard, nous on a commencé à travailler sur papier. Okay. On travaillait sur papier et le numérique arrivait tout doucement, mais comment dire, il y avait quand même j'ai pas l'impression qu'il y avait plus de projets. C'est quand même compliqué. À l'époque, j'ai quand même l'impression qu'il y avait moins de monde qui voulait faire ce métier. Et depuis, avec les réseaux sociaux, avec l'explosion d'Internet, l'explosion de la culture et de la consommation que ce soit à la télé ou sur Internet, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire. Et nous, on le voit récemment, pour un poste, il y a quand même plus de demandes. Il y a plus de demandes pour un poste qu'avant. Et comment dire, on demande plus de travail, mais on est payé la même chose qu'il y a 15 ans. Et du coup, les places je pense que les places deviennent de plus en plus chères quand même, quoi. Ouais. Mais pour quelqu'un qui se donne les moyens de travailler et qui fait tout pour y arriver, il y a une possibilité. Je dis pas quand on veut on peut, parce que moi j'y crois pas, mais c'est possible, mais il faut plus d'efforts qu'avant. Je pense qu'il faut plus d'efforts qu'avant, ouais. Ça devient plus difficile. Et c'est pas l'IA l'IA c'est problématique, mais je veux dire, à l'époque quand le numérique est arrivé, pareil, on s'est dit mais ça va tuer le papier, ça va être horrible. Alors oui, il y a des métiers qui ont sauté, mais on s'adapte après, on survit. Et c'est pareil maintenant, quoi. Il faut pas avoir peur de tout ça, il faut juste comme je dis, c'est un métier de débilo, donc il faut juste dessiner tout le temps. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup plus de monde sur le marché parce qu'il y a tout un système de formation avec les écoles qui s'est développé. Il y a de plus en plus d'écoles, c'est de plus en plus cher. On vend de plus en plus de rêves aux étudiants qui viennent parce qu'il faut justifier les 15 000 € à l'année pour l'école. Et du coup, on se retrouve avec plein de gens qui ont des rêves et des étoiles plein les yeux, mais ils se retrouvent face à la réalité. Bah ouais, mais en fait... il n'y a pas peut-être autant de places que ce qu'on veut nous faire croire et malheureusement c'est pas bouché, mais les places ça se raréfie un peu, quoi. Ouais. Mais justement, parlant à la base c'est une passion, ensuite c'est devenu votre métier. Est-ce que quand même après votre travail par exemple vous continuez cette passion? Est-ce que vous continuez à dessiner au-delà de vos heures de travail? Alors moi personnellement non. En fait vraiment pendant la journée de travail, je suis tellement à fond sur... je pense que si j'étais au sein d'un studio ou sur un projet dans lequel je suis pas super convaincue ou quoi que ce soit, je pense qu'effectivement j'aurais besoin de catalyser à côté et de me régénérer sur d'autres trucs. Là, même si Ankama, c'est pas forcément exactement toujours mon style ou c'est pas forcément exactement mon univers, je prends toujours plaisir en fait à créer dedans, à travailler dedans, et donc du coup à la fin de la journée, moi je suis rincée à ce niveau-là, et j'ai envie de me nourrir autrement, de mater un film, de balader, voir des amis, profiter de ma famille, tout ça, mais du coup pour nourrir la main et le crayon, à un moment donné faut le lâcher, faut le reposer et faut se nourrir autrement, quoi. Voilà. En ce qui me concerne. Ouais, alors moi c'est pas du tout ça. Moi c'est obsessionnel, c'est-à-dire je me lève le matin, moi j'ai une routine, je me lève à 6h, je fais du sport, je me mets à ma table à dessin, il est 7h30 et je pose le crayon, il est 2h du mat, mais j'ai pas d'enfant, je suis marié avec quelqu'un qui s'occupe
de tout à la maison. C'est-à-dire moi je suis dédicacé à mon travail, on forme une super équipe, on est très contents. Moi c'est un... Voilà, comme ce que... Des fois ça m'arrive souvent, je suis devant un film et puis je me dis... Oh, ça me saoule, je coupe et je vais bosser en fait, que ce soit pour Ankama ou pour moi. Moi à côté, je suis très très actif sur YouTube. Je fais des vidéos parce que j'ai envie d'en faire, ça m'amuse et j'ai toujours besoin de dessiner, c'est où je fais ou faire de la musique ou j'en sais rien. Moi j'ai besoin de ça, ouais. Je prends le temps, le week-end je bosse quoi. Je bosse tout le temps. Même en vacances, l'autre fois j'avais pris des vacances après Wakfu saison 4 parce que j'en avais pas pris pendant au moins une bonne année, j'avais pas pris de vacances et je les ai toutes pris d'un coup. Au bout d'une semaine, je me faisais chier quoi. Et du coup, comme je bossais, je me suis mis à bosser, on m'a dit mais tu bosses pendant tes vacances? Oui mais je sais pas, tu veux que je fasse quoi? Donc moi c'est maladif. Le boulot, pour moi c'est maladif, j'ai besoin, j'ai envie et j'aime ça quoi. Et ça dépend vraiment. Mais j'ai pas d'enfant. Ah. Et en dehors de ça, est-ce que vous avez encore des projets d'avenir? Est-ce que vous souhaiteriez aller au-delà d'Ankama et de votre métier ou... La démission? Non, pas forcément, mais comme... Des projets d'avenir, c'est-à-dire en fait c'est-à-dire, est-ce que vous voyez, je sais pas, peut-être un peu plus haut dans l'échelle ou vous resteriez animatrice comme ça Changer de métier, c'est ça? Comment tu vois la suite? Tu te vois? Je crois, tu te vois où dans 10 ans quoi? Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est trop long terme pour moi. Non, au jour le jour, si on peut continuer de s'amuser, si on peut continuer à raconter des belles histoires, au maximum. Et puis si jamais à un moment donné il faut bifurquer, on bifurquera. Mais pour l'instant, je suis bien et je vois effectivement ce que j'apporte, je vois ce que ça m'apporte aussi. Et puis on verra. De toute façon, il y a plein d'autres... un crayon pour dessiner, ça peut pas forcément être que pour de l'animation, ça peut être pour n'importe quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de grand projet de conquête du monde. C'est bien, c'est une bonne nouvelle ça. Écoute. Ouais. Non, moi dans 10 ans, je me vois toujours à ma table à dessin. Franchement, je vois pas d'autres projets quoi, sauf s'il y a la fin du monde ou une guerre. Je vois pas à quoi je vais servir derrière ma table à dessin. Mais, la propagande, Malek, la propagande. Ah ouais, la propagande. Ouais, mais ça dépend de laquelle, quoi. Celle du bonheur et du futur radieux. Celle de l'amour et du bonheur. Non, moi je vois pas quoi faire d'autre, quoi. Même l'autre fois, j'en discutais avec ma femme. Ma femme est plus vieille que moi, c'est une cougar. Et du coup, elle m'a dit, mais moi, quand je serai à la retraite, tu vas faire quoi, toi? Elle me dit, parce que j'aurai de l'avance sur toi. Je lui dis, mais ma chérie, je serai jamais à la retraite, moi. Elle me fait quoi? Tu prendras jamais ta retraite? Je fais mais non, je fais déjà parce que plus je vieillis, meilleur je deviens en dessin. Donc l'enfer, moi j'aurais dû prendre ma retraite en fait quand on est petit, tu vois. C'est là qu'on devrait prendre notre retraite parce qu'on est nul. Benjamin Button de l'animation. Ouais, grave. Et non, moi je me vois enchaîner pour le meilleur et pour le pire à ma tablette jusqu'à la fin de mes jours. Alors moi je vois une question dans le chat qui est plutôt intéressante. Ça rejoint un peu, mais peut-être plutôt toi, du coup, vu que tu es sur YouTube, est-ce que tu as une œuvre à côté ou quelque chose que tu développes à côté en parallèle? Parce que du coup, tu dis que tu t'arrêtes jamais, donc à un moment ou à un autre, il faut bien quand même faire quelque chose. Oui, tu non, pas pour décider. Non, moi j'ai fait une série sur YouTube qui s'appelle Rap Fighter et qui a fait beaucoup de vues. Et en fait, j'ai fait ma série Rap Fighter Cup. Avec France Télévisions, avec France Télé pour Slash TV. Et pareil, on a fait une dizaine d'épisodes. Ça a fait, des millions et des millions de vues. Mais je l'ai fait, c'est bien, c'était une parenthèse. Et puis maintenant, j'ai fait autre chose. Et moi, je sais que chez Ankama, travailler avec Todd, qui est l'auteur, on a une vraie connexion artistique tous les deux. Et en fait, ce qu'il veut mettre sur le papier, moi, le traduire, j'ai pas, en tout cas là à l'instant T, j'ai pas d'autre envie en dehors de ça à part raconter mes histoires, parce que moi comme j'ai ma chaîne YouTube qui est bien suivie, j'ai ma tribune et je sais que moi je raconte ma vie sur internet maintenant, mon histoire au Japon, ça marche pas mal, je fais des raps, j'en ai fait un là avec Brigitte Lecordier et Fanny Block qui sont les doubleuses de Goku et Yugo. Ça a fait ses vues, je suis content, voilà, je fais ça en dehors du boulot, je fais ça le week-end aussi quand j'ai pas de boulot le week-end, parce que des fois j'ai du boulot. Mais ouais, j'ai vécu cette expérience de faire mes propres trucs en prod et je préfère faire mes propres trucs à moi dans mon coin tout seul et puis faire ce que je fais avec Tot sur Wakfu. Moi, il n'y a aucun problème, Wakfu 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Tant qu'on s'éclate, moi je reste, y a pas de... Tant que ça suit son cours. De quoi? Tant que ça suit son cours et que ça Tant que ça convient. suit son cours, c'est cool. Mais je pense aussi que pour moi, je pense que j'arrive à dire ça parce que j'ai ma tribune à moi, tout seul. Je me suis construit ma communauté sur Internet de mon côté et du coup, bah, j'ai pas de prétention autre que de faire du bon travail avec la personne que j'apprécie, quoi. Donc, j'estime que c'est une chance, quoi. Et c'est pour ça, tout roule. Non, ouais, je pense dans 40 ans, on me retrouvera attaché à ma tablette, mort ou vif, quoi. Ah ouais, je vois pas d'autre. Ce sera pas la grève de la faim, ce sera la grève de la tablette. Libéré. Mais du coup, tu parlais de ton YouTube, d'avoir une audience à toi et tout. C'est pas aussi une manière de te libérer un peu, parce que même si tu adores ce que tu fais avec Wakfu et tout, avoir une manière de te libérer un peu et de te dire si demain j'ai envie de partir sur un autre projet, bah en fait, c'est avoir un peu ta liberté créative que tu as peut-être moins avec Wakfu. Oui, bah alors, Wakfu, j'ai hormis quand même, parce qu'il y a une charte graphique qui existe, il y a quelque chose qui est installé et qui est là, moi ça me plaît donc il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai mon style de dessin, j'ai mon ton à moi et tout, et bah, sur ma chaîne je peux faire ce que je veux, et en fait je pense que c'est un équilibre que j'ai réussi à atteindre, et effectivement moi j'avais créé cette chaîne il y a maintenant presque 10 ans, parce que je voulais faire mes trucs sans que personne me casse les pieds, quoi. Et du coup c'est resté, et pareil j'ai sorti plusieurs BD aussi. C'est une façon pour moi de m'exprimer sur le côté et de relâcher un petit peu la pression artistiquement, quoi, carrément. Mais étant donné que vous êtes des artistes, comment vous trouvez votre inspiration justement pour Partout. Partout. Non, mais ça peut être aussi banalement qu'en marchant dans la rue, dans le métro, et tu croises des gens qui sont ouf. Non, mais c'est vrai, mais beau, tu vois, mais ouf, parce qu'il y a une variété de personnages qui existent déjà juste naturellement. Et il y a après dans tout ce que contient la pop culture, les bouquins, le cinéma, les BD, tout ça, en fait, ça, voilà, quand on voit un film de ouf, on fait waouh, la mise en scène elle est incroyable, ou graphiquement la composition elle est dingue, ou un artiste, ou enfin n'importe quoi. Et ça peut être aussi refaire un tour au musée et halluciner sur soit des peintures, soit un squelette de dinosaure qui est juste ultra graphique. C'est un peu partout, quoi. Grave. Dragon Ball Z aussi. Il y a tout, tout à fait. Toriyama, il est arrivé dans les années 90, il a fait OK. Vous voyez là, ça c'est la bagarre pour les 40 ans à venir. Tout est dans Dragon Ball Z. Tous les ans je le relis, là je suis en train de le relire et à chaque fois je me dis mais c'est exactement les plans que j'imagine en fait. Mince, il a tout dit en fait. Donc Dragon Ball Z. Evangelion. Evangelion. Utena. Oui. Tout est là, c'est vrai. Buffy. Non. Non mais c'est vrai partout. Mais moi c'est beaucoup les mangas et les jeux vidéo et les films aussi. Les films, je regarde énormément de films. Je regarde pas beaucoup d'animés. Ok. Alors, ça m'intéresse pas forcément. Alors si je regarde Eizouken, c'est la 3e fois que je le regarde dans 3 mois, c'est exceptionnel. Keep Your Hands Off Eizouken, c'est une série japonaise faite par Yuasa. Mais sinon, je regarde pas beaucoup d'animés. J'ai essayé de regarder des choses. C'est souvent, enfin moi ça me plaît pas, quoi. Je me dis bon, est-ce que j'ai envie d'investir de mon temps dedans? Non. Et donc je vais jouer au jeu et là c'est cool, ou je relis un manga ou le cinéma américain, français, japonais, chinois, le cinéma, ouais, prise de vue réelle, c'est cool. Et alors moi j'ai une question, peut-être un peu bête comme ça, mais vous qui travaillez dans l'animation, si vous regardez d'autres choses de l'animation, est-ce que des fois vous sortez pas un peu du côté juste je regarde en tant que spectateur, un peu en mode, est-ce que vous pensez pas un peu boulot de temps en temps en mode ça revient aussi un peu à l'aspiration, du coup ça touche un peu des deux, mais en mode il a fait ça comme ça, ou ils ont fait ça, c'est pas bête, ou ça par contre c'est moche. Si ça vous arrive pas des fois, Complètement. ça nous arrive, hein. Complètement. Si on regarde un film chez nous, ou du coup, parce qu'au cinéma on doit se taire, donc on se tient, on fait attention. Mais à la maison, faut pas être à côté, parce que genre là tu vois 3, 2, 1, jump scare. 3, 2, 1, il va lui dire ça. Et on est insupportable. Mais d'autant plus quand il y a vraiment un film, une série ou n'importe quoi qui nous surprend, c'est le kiff total. Et ça arrive encore, donc c'est génial. Mais j'avoue, je transmets des petites clés à mon fils sur
justement au niveau de la mise en scène, hein, des petites clés de compréhension, d'esprit critique ou même sur les publicités et tout, parce qu'en fait, il y a plein de trucs, c'est vraiment super intéressant et du coup, lui aussi, il devient insupportable, donc c'est génial. Et ouais, bah, moi, ma meuf, elle en a marre de regarder des films avec moi. Moi, je dis attends, pause. Qu'est-ce que tu fais? Attends, le plan, il est cool. Je prends en photo, je fais vas-y, lecture. Elle en a marre. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, tu vois, bon, bah voilà, gros fan. C'est un film que je regarde 3 fois par an, la version longue, les 3. Et je suis là, je suis collé à l'écran et je fais des pauses. Ah, attends, le plan, excellent. Ah là, et des fois, ma meuf, elle fait vas-y, casse-toi, regarde ton film tout seul, laisse-moi regarder mes trucs, quoi. Ouais, c'est insupportable. Alors déjà que c'est long la version longue, alors toi tu rajoutes 2 heures en plus. Il n'y a pas de version, il n'y a qu'une version du Seigneur des Anneaux, c'est la version longue. C'est bien. Mais justement, par rapport à ça, le fait que vous analysez certains films, est-ce que vous avez déjà été tenté de recréer un plan, de recréer un personnage, mais à votre manière? Alors, c'est trop d'énergie, mais dans la tête, oui. Alors, si j'ai bien compris la question, moi, mon travail, moi, je fais que des patchwork de ce que je vois. Par exemple, dans la dernière saison de Wakfu, saison 4, je me souviens très bien, on était avec Tot, on discutait, et il me disait « Qu'est-ce que t'aimerais bien avoir à la fin ?» Je fais « Moi, je veux le gouffre de Helm. Le gouffre de Helm, les orques, une armée qui attaque. » Il fait « Ok, on va faire ça. » Et du coup, voilà, c'est-à-dire, je lui ai donné une clé, puis il a construit le mur des Sadida, puis il m'a dit « On va faire une armée ?» Je fais « Ouais, on va faire une armée. » La production a fait « Quoi? On va faire une armée ?» C'est ça, c'est ça. Mais ouais, moi, je mets énormément, même des plans, là, je suis en train de faire une vidéo où je raconte mon expérience en tant qu'animateur intervalliste au Japon. L'intro, c'est une parodie de Death Note quand la scène des chips où il écrit. Puis ouais. Moi, mon travail est très patchwork. Je m'inspire énormément, je mets des clins d'œil volontairement, j'adore ça. C'est très Tarantino. Tarantino, ses films, c'est que ça, c'est que des clins d'œil. Enfin, c'est souvent des clins d'œil à d'autres œuvres. Il y en a qui disent que c'est du plagiat. Moi, je suis pas d'accord. Sinon, c'est-à-dire, je fais aussi du plagiat. non, après, mais c'est assumé, quoi. Moi, je me cache pas. C'est-à-dire, je le dis, ah oui, mais ça ressemble à ça. Bah, je sais, j'ai fait exprès. Voilà, quoi. Oui, c'est un hommage, Malek. Un hommage. Un hommage. Quand tu cites la référence, c'est quand tu le dis pas que tu chauffes. Oui, oui, si tu le caches, c'est que c'est du plagiat. Regardez, je me suis inspiré de ça et voilà. Ouais, grave. Ah ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est-à-dire que suffit que je regarde un truc, je fais oh, je veux faire ça. Là, j'en reparle, je regarde Ezoken. Je veux faire la même chose sur Wakfu saison 5 en mise en scène. Je veux faire les mêmes. Le dernier qui a raison avec moi. Donc si on me montre un truc, faut être très prudent. Je vais peut-être vouloir faire pareil, quoi. Peppa Pig, bim. Peppa Pig. Allez, let's go, Peppa Wakfu, c'est parti. Oh, ça peut se négocier. Il reste une petite minute 30. Est-ce que tu as une dernière question rapide ou pas, Tinaria? C'est moi, j'ai une question, mais je pense qu'elle va prendre un peu de temps. Je te laisse la poser. Alors, peut-être ça vous est jamais arrivé, donc peut-être ça va être un beat total, vous allez me dire bah non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé alors, soit quelqu'un qui vous critique, ou sur les réseaux, de vous faire critiquer votre travail, et comment vous le prenez? Alors, je parle plutôt critique négative, mais pas trop de fondement, pas trop de... Je le bloque direct. Il n'y a pas de... Non, c'est pas vrai. Non, bah moi, les critiques, oui... ouais, je les ai subis, les commentaires hey, espèce de nanana, pourquoi tu sors pas de vidéo? Ouais, ta vidéo c'est vraiment de la 1-1-1, vas-y, va niquer ta 1-1-1. Ok, d'accord, la gratuité, l'anonymat c'est quand même problématique sur internet. Non, bah tu le prends, moi au début je le prenais personnellement, ça m'énervait, j'avais envie de défoncer tout le monde. Et puis au fur et à mesure, tu te dis bah, que les haineux, les trolls et la mauvaise critique fait malheureusement partie du succès. Si jamais t'as personne qui critique, c'est que intrinsèquement tu touches pas un public large. S'il y a que des commentaires positifs, c'est que ça, en général, c'est synonyme de cercle très restreint. Donc il faut l'accepter. Malheureusement, ça fait partie du. Tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Il faut l'accepter. Elle est là et puis en faire abstraction, quoi. C'est tout. Il faut juste. Moi, je lis plus les commentaires. Je lis les 10 premières minutes. Et quand je vois un mauvais commentaire qui me critique gratuitement, bah, je fais ça m'énerve. Et puis après, j'oublie. De toute façon, je me dis c'est comme ça, quoi. C'est sa façon de s'exprimer, de se faire remarquer. Bah, il a réussi, quoi. C'est tout. Mais il faut. Hop. Et maintenant, oui, s'il y a des gens qui sont insistants et qui bah, je les bloque. Mais vraiment, je keblo direct. Terminé. Pas de question. Ouais.
Mais moi, j'ai pas de réseaux sociaux, donc j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas C'est d'Instagram. peut-être pas un mal des fois non plus. Hein. Donc du coup, voilà, je me prends les critiques, mais professionnelles directement. Oui, par exemple, j'ai fermé mon compte Twitter. J'avais 25 000 abonnés et j'ai dit ciao, hop, et j'ai coupé parce que j'en pouvais plus de Twitter. Et je suis beaucoup plus heureux sans Twitter. Et c'est le cas de beaucoup de monde. Hein. Souvent, c'est un des réseaux qu'on coupe le plus vite parce que bon, bah souvent, c'est pas simple. Ouais, et pourtant, j'ai perdu du buzz. Quand j'ai quitté Twitter, j'ai perdu de la visibilité, mais je m'en fous en fait. Je Ouais. m'en fous. Je fais mon truc et les gens sont contents, tant mieux. Les gens sont pas contents, bah tant pis. Hein. C'est ça. Pour finir, parce qu'on dépasse déjà un peu le créneau, ah là, c'est honteux. Des petites news rapides là. Est-ce que il y a des trucs que vous voulez donner, je sais pas, des dates ou même ce que vous faites sur cette Japan Tour? Bah, c'est toi qui sais pour la. Moi, des dates? Bah oui. Enfin, des dates. Peut-être vous avez pas le droit. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Moi, vous savez, je vais pas me mettre dans la sauce. Non, hein. non. Bah, Wakfu 5 a été annoncé et On est dessus. on tape dessus, voilà. Et je sors une nouvelle vidéo à la rentrée en septembre sur ma chaîne. Voilà, voilà. Tout est pris, tout est noté, tout est voilà, tout est pris. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une Merci à vous. bonne fin de Merci salon et beaucoup. bon courage pour demain aussi. Salut. Courage. Salut. Merci beaucoup. Et bon, on va enchaîner directement. Ah là là, bah oui, parce que on est professionnels, on le répète. Oui. Et du coup, on va recevoir Manon Payet et Séverine Varlette. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai toujours un doute sur les noms de famille. J'ai toujours peur, mais non, je me trompe pas. Et ça, c'est beau. Ils ont tellement été efficaces qu'on n'a même pas fait le petit jeu qu'on avait prévu. C'est vrai. Et c'est ça, moi je Mais dis c'est que c'est parce beau. qu'on en quand même. apprend Enfin, c'est beaucoup. beau ou un peu décevant, je sais pas trop. vrai. On en apprend beaucoup. Ouais, on pourra le faire au prochain, Ah bah oui. L'autre il se casse l'autre. Je laisse commencer. Aussi. Ok. Non parce qu'il a une dédicace. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va super. Bon bah, vous commencez, vous connaissez hein, la grande question, la première question la plus importante. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Vas-y. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Séverine Varlette. Ça fait 26 ans que je suis dans le milieu de l'animation. Donc actuellement, je travaille chez Ankama Animation en tant que directrice des productions et en même temps, je suis cofondatrice du studio franco-japonais qui s'appelle Yapiko Animation. Ok. Et pour moi, du coup, c'est Manon Payet et je suis coordinatrice générale de production donc, chez Fortiche, où on vient de finir la saison 2 actuellement. Et puis juste avant, j'étais sur Mario chez Illumination. Ok. Du coup, moi je propose qu'on commence par les questions les plus classiques. Encore une fois, j'aime bien commencer pour un peu savoir plus sur l'invité. Alors, comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes rentré dans ça? Comment ça a commencé pour vous, tout petit? En vrai, pour moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le milieu de l'animation. Mais je ne savais pas forcément quoi faire. J'étais plutôt du côté artistique, parce que là, du coup, je fais de la prod et je touche plus vraiment à la fabrication en elle-même des images. Et du coup, j'ai fait des études de 3D à la base. Donc, Ok. j'ai fait vraiment un master en cinéma d'animation 3D assez classique, entre guillemets. Et pendant mes 2 dernières années d'études, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la production, parce qu'il fallait faire un petit court-métrage, etc. Et c'était moi qui étais en charge de gérer mes autres camarades de classe, on va dire. Et ça m'a plu et je savais même pas que c'était un métier à la base. Et quand j'ai découvert ça, j'ai eu une petite révélation et je me suis dit non, en fait, c'est ça que je veux faire. Et puis voilà. Moi, c'est un peu préparé aussi. Moi, c'est le métier que je voulais faire depuis mon enfance. Parce que, comme l'a dit Malek avant, Disney 1 et après Japanime, parce que je fais partie de cette génération-là. Et c'est le métier que je voulais absolument faire. Je voulais travailler dans le dessin animé. Et surtout, moi, ce que je voulais, c'était de gouacheuse. Donc moi, j'ai fait des études de dessin aussi. Et quand je suis arrivée dans le milieu de l'animation en 98, quand j'ai commencé, on m'a dit « mais le métier de gouacheuse n'existe plus, il faut partir en Asie ». Voilà. Et donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire parce que j'avais basé mes études là-dessus. Et puis on m'a dit « mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle la production ». Voilà. Et je dis « ah, mais ça consiste à quoi ?» Et on m'a dit « c'est gérer tout un projet, toutes les équipes, voilà, toute la gestion et le management et la fabrication bien sûr du projet. Je dis je peux rester dans le dessin animé. On m'a dit oui, si tu fais ça, tu peux rester. C'est pas grave si je suis pas gouacheuse. Moi, je veux travailler dans le dessin animé, donc moi, je veux bien apprendre le métier de la production. Et j'ai commencé comme ça, voilà. Ok. Vous êtes lancé totalement à l'aveugle.
Vous êtes lancé comme ça en disant oh, je connais pas, hop là, j'y vais. Alors non, pas du tout quand même, parce que comme je disais, moi je suis une passionnée. Hein, ouais, le dessin c'est un peu ma vie. J'y ai consacré un peu toute ma vie, on va pas se mentir. Et donc en fait, c'est qu'on m'a expliqué un peu à quoi ça consistait ce métier-là, mais en même temps, quand je suis arrivée, c'est qu'ils ont été impressionnés de ma connaissance de l'animation. C'est-à-dire qu'elle soit japonaise ou américaine. Et on me dit, mais tu connais toute la fabrication d'un dessin animé, du début jusqu'à la fin, tous les postes, comment ça se fabrique, une anime, pas de 1, pas de 2, le design, comment il se fabrique, tout. Et donc ils m'ont dit, mais c'est parfait. Voilà. En vrai, c'est souvent un atout de connaître la fabrication, en fait. Parce que comme j'étais généraliste, j'ai formé à être généraliste 3D, je connais toute la chaîne de fabrication. Du coup, d'un dessin animé, d'un film d'animation, entre guillemets, plutôt mon classique. Et ça a toujours été un avantage, même pour discuter avec les artistes, par exemple, vu que je connais leurs problématiques. Je peux mieux discuter avec eux, ou même mieux gérer leurs deadlines, etc., en fait, pour améliorer l'organisation autour de la production. Et justement, est-ce qu'il y a des règles particulières, parce que vous parliez franco-américain ou franco-japonaise, est-ce qu'il y a des règles et des différences entre une animation totalement française et une animation où vous devez travailler avec un style différent? Est-ce qu'il y a des règles? Alors, de toute façon, chaque style est différent, qu'ils soient en 2D ou en 3D. Normalement, un artiste s'adapte à chaque style. Voilà. Alors après, ça met du temps. Certaines fois, il y a beaucoup de discussions. En fait, la fabrication d'un dessin animé, qu'elle soit en 2D ou en 3D, reste la même. Après, c'est la technique et les outils qui sont utilisés. Et en fait, les pipelines de production, par exemple, quand on fabrique une animation aux États-Unis, en Europe, ou par exemple au Japon, Corée ou en Chine, les étapes parfois sont différentes ou elles sont placées différemment. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, au Japon, on est encore beaucoup sur papier, alors que côté Occident, on y est beaucoup moins, on est plus dans le numérique, mais ça n'empêche que quand vous êtes sur du long métrage aux États-Unis, que ça soit chez Disney, Pixar ou Sony, il y a quand même tout un dev et toute une recherche qui est encore énorme en papier. Voilà, avec le crayon. Et je travaille un peu à la 3D, mais Manon beaucoup plus. Mais pareil aussi, sur la 3D, aussi, il y a un travail de papier avant tout, quoi. Et ouais, il y a toujours, je pense, une base papier, parce qu'il y a des artistes qui ne peuvent pas s'en passer, en fait. Mais en soi, ça dépend vachement du studio ou autre, au niveau de la fabrication en elle-même, en fait. Et au niveau du pipeline, de la chaîne de fabrication, ça dépend vachement. Des fois, c'est propre même à un studio, en fait. Même par exemple pour Fortiche ou Illumination, c'était deux chaînes de fabrication très différentes. Donc en vrai, ça dépend, je pense. Mais oui, c'est des différences quand même. Mais vous pensez pas du coup que cette phase en papier qui est encore très présente, elle va pas être vouée quand même à disparaître encore une fois avec l'évolution de la technologie? Je pense que déjà vous avez vu une belle évolution de la technologie, mais est-ce que c'est pas encore voué à encore évoluer au fur et à mesure et à l'avenir peut-être avoir vraiment plus du tout de papier Alors, je sais pas, parce qu'après il y a un truc qui commence à arriver beaucoup chez nous et un peu partout, et qui arrive un peu dans nos métiers. On essaye un peu de faire barrage, qui s'appelle l'IA. Oui. Voilà. Donc, mais après, ça va dépendre toujours. Je pense que ça va dépendre de la personne. Il y en a qui et de la façon dont ils travaillent. Par exemple, je sais que le Japon, les animateurs sont beaucoup plus efficaces encore sur papier que sur le numérique, parce que ça fait des années qu'ils bossent comme ça, et c'est un système qu'ils connaissent par cœur, qui est une routine qui est ancrée dans leurs mains, dans leur tête. Nous, on a eu cette passation encore du papier. Il y a quand même des artistes français qui aiment bien encore le papier, mais après aussi, l'arrivée du numérique leur a permis aussi de pouvoir expérimenter ou développer d'autres choses, d'autres capacités. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire, parce que c'est un peu compliqué, c'est en fonction des gens ou pas. Et on verra au niveau de l'évolution, mais effectivement, oui, à des grosses étapes, ça a disparu, mais pas tout à fait non plus, parce que par exemple, sur la saison 4 de Wakfu, on a une séquence qui a été faite par un animateur, Vincent Chansard,
et il a tout fait sur papier parce Ah ouais qu'il Ok. préfère papier. Voilà. Ok, trop bien. Voilà, mais il bosse en numérique, mais il est aussi très très à l'aise en papier. Il nous a fait toute une séquence en papier crayonné, magnifique quoi. Voilà. Et en vrai, je veux dire juste, c'est la même chose aussi pour nous, parce que je sais que même chez Fortiche, il y a des fois où on va utiliser vraiment de la peinture, ou que ça soit de l'aquarelle, ou n'importe quel autre médium en fait qui est sur papier, pour retrouver vraiment ce style des fois qu'on aime. Donc surtout avec la DA type Arcane. Donc en vrai, ça dépend vachement de chaque artiste et de ce qu'il préfère et de son médium. Bah oui, c'est sûr que la préférence va beaucoup jouer. Et puis, bah, mine de rien, tu peux avoir la meilleure tablette du monde, ça ne restera jamais du papier. C'est toujours une différence. C'est comme un lecteur qui lit un manga. Certains ont réussi à passer directement au format numérique, d'autres n'y arriveront peut-être jamais. Et je pense que c'est un peu une suite logique aussi, parce que le papier, c'est quand même quelque chose d'encore très ancré, même chez nous. Donc, ça m'étonne pas trop. Alors, moi, j'aimerais bien changer un peu de registre. Et est-ce que vous pourriez nous donner un peu comment se passe une journée type, même si je pense que ça doit être jamais les mêmes choses à votre travail. Je m'en doutais, mais je voulais le tenter quand même. Je pense que le principe même de notre métier, c'est qu'il n'y a aucune journée type. Parce qu'en fait, on passe notre vie à régler des problèmes et à courir partout après les gens. Ouais, c'est un peu ça. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des journées qui sont super. Oui, il y en a. Et il y en a d'autres, on s'est dit, il aurait fait mieux rester couché sous la couette, à mater un petit drama tranquille au chaud. Mais ça va dépendre. Moi, actuellement, par exemple, à Onkama, mes journées sont très chargées, puisqu'actuellement, je suis sur Wakfu, saison 5. Je finis Lance Dure. Je suis sur Bestial. Et en même temps, là, on est aussi sur tous les projets un peu développement, recherche de financement, tout ça. Donc voilà, c'est une journée bien remplie et ça m'arrive que des fois, je ne vois pas la lumière du soleil à mon grand désarroi. Voilà. C'est que c'est des journées très, 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 très chargées. Et puis, comme elle disait, surtout quand on est en prod, bah, c'est jamais simple, c'est jamais facile, il y a des problématiques tout le temps. À un moment, il y a tous vos artistes qui sont là, et là, c'est vrai, il n'y a plus de serveur. Là, vous avez 150 personnes, le stylet en l'air, plus personne ne peut travailler, il n'y a plus rien. Wow. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc après, il y a des choses où on a pris du retard sur des livraisons, sur des checks, sur des rendus. On va voir le réalisateur et qui nous dit « Non, mais là... je veux bien faire des concessions, mais celle-là, je la ferai pas. Tu t'arranges dans le planning, tu vois avec les gens. » Après, il y a le recrutement. À un moment, on nous dit bon, voilà, là, il faut du renfort. Je veux 10 personnes. Ok, c'est parti. On appelle la place on appelle toute l'internationale et voilà. Et en même temps, vous avez 15 000 trucs. Ça va dépendre des journées, en fait. Ok. Voilà. Mais c'est super cool. C'est palpitant et moi, j'adore. Voilà. Oui, je pense qu'on aime bien courir partout et aider, régler des problèmes. Sinon, on ferait pas ça en vrai. Et est-ce que c'est un peu pareil que dans le jeu vidéo? Alors, j'ai que ça comme exemple, mais je pense qu'il y a plein de domaines de créatifs qui sont comme ça, où il y a des périodes, je crois que ils appellent ça ça a un nom. Le crunch. Voilà, le crunch, je cherchais. Est-ce que vous en avez aussi des grosses périodes de crunch où vous travaillez au week-end, jour férié Alors, C'est compliqué. Je pense qu'on essaie d'éviter. ouais. On essaie d'éviter. Mais on a des périodes de rush. En fin de saison, des fins de trucs comme ça, des fins de prod. Ça peut arriver qu'on ait des rushs. Oui, effectivement, il y en a des grosses, et quand elles sont grosses, on évite de travailler le week-end un peu quand même en France. Oui, Moi, en après, France, avec oui. le Japon, C'est pas pareil. je me suis vue travailler du lundi au dimanche. Ah, vache. Et je me suis vue en plus, comme je travaillais avec la France aussi, donc c'est-à-dire 3 nuits blanches non-stop. Et voilà, moi, maintenant là je commence un peu à vieillir, je suis un peu plus fatiguée. Donc voilà, mais oui, moi j'ai fait des journées de 24 heures, 48 heures où on dort juste 1 heure et puis mes journées sont minimum de 10 heures de travail et quand j'ai commencé dans l'anime, j'étais à 15 heures minimum, voilà. J'arrivais à 10 heures et je repartais à minuit, des fois 3 heures, 4 heures du matin et des fois je rentrais pas. Voilà. Quand il y a des périodes de rush et qu'il faut livrer, qu'on est en retard et voilà. Eh bien, je voulais vous poser la question justement, comme j'ai pu poser à vos collègues, est-ce que
après une journée de travail, vous serez capable de continuer ce que vous faites juste par passion ou pas du tout? C'est dur. En vrai, je pense que oui, parce que je le fais malgré tout. C'est-à-dire que j'ai mon travail entre guillemets principal où je gère de la production, et en même temps en freelance, je sais que je le fais un petit peu aussi, ou que ce soit pour avec des amis ou des choses comme ça et tout. Donc je pense que oui, parce qu'on a quand même un métier de passion malgré tout, et que si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça. Mais après, ouais, non, si, je pense qu'on le ferait quand même. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je le ferais quand même. À certaines doses, hein, parce que quand on est fatigué, des fois, on ne veut plus rien faire. Hein. Ça dépend. Ça va dépendre, parce que moi, effectivement, des fois, ça m'arrive de temps en temps, et parce que j'ai des neveux et nièces, et que j'ai de la famille qui me demandent Tata Mousse, tu peux me faire un Totoro et un Chabus? Donc là, je dessine, et je retrouve les sensations de dessiner. Ou pour les enfants de mes amis, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que moi, avec la prod, où j'ai vraiment complètement laissé le dessin. Et je dis pas, c'est vrai que je suis passionnée, mais en même temps, comme disait Sonia avant, moi j'ai besoin aussi de breaker, c'est-à-dire aussi de faire autre chose. Donc, c'est-à-dire prendre mes cours de japonais, coréen, c'est-à-dire de me regarder des dramas, regarder un bouquin, regarder un animé, aller au musée, aller au cinoche, voir les copains et faire la fête avec eux, boire des coups, se retrouver avec la famille aussi, aller surfer quand je vais voir les miens, voilà. Donc, et puis de temps en temps, je vais avoir envie de reprendre un peu la peinture, et ça vient par le cadeau de fête des papas, des machins comme ça, voilà, des petites sensations comme ça. Mais c'est vrai que quand vous faites des très grosses journées, des fois vous rentrez, c'est juste même pas manger, c'est on se démaquille, on se lave les dents et puis au lit, quoi. Voilà. J'aurais une petite question fâcheuse d'ailleurs, parce que tout à l'heure vous parliez d'évolution justement dans votre métier, notamment en Occident, avec l'apparition du numérique. Si demain on vous demande de faire une animation avec une IA, est-ce que vous seriez prête à accepter? C'est-à-dire vous faire aider par une IA ou générer complètement... No way. C'est compliqué, ouais. Impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois à la conférence, c'est catégorique. Je suis ouverte à le développement, je trouve ça hyper important et enrichissant. Je veux bien que l'IA soit un outil comme le numérique est arrivé à remplacer le papier, mais pas tout à fait, parce qu'on bosse encore avec le papier. Mais je veux bien de l'IA en outil. Je ne veux pas que l'IA nous enlève notre métier, pour lequel on prend plaisir à le faire, pour lequel on fait rêver un peu tous ces gens qui sont ici. Non, le jour où on me dit en fait c'est bon, tu rentres chez toi et maintenant c'est l'IA qui va tout faire. Non, là il y a plein de pétitions que moi je signe. J'ai signé pour nos amis les voix VF, j'ai signé pour le script, j'ai signé pour concept art. Non, je refuse, je suis contre l'IA. Voilà. Et puis il faut qu'on travaille, moi je veux bien, mais on nous demande de travailler jusqu'à 65 ans. Donc à un moment, ça va être problématique quand même. En vrai, nous dans les studios, par exemple, il y a des moments où on se posait la question et ça a été très vite proscrit. Genre on a clairement dit, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui doit être montré à l'image qui provienne d'une IA. Et ça doit se savoir, quoi. C'est que c'est fait à la main, c'est par nous, c'est par notre temps, notre sueur, l'apprentissage de des années, etc. Et du coup, c'est pour ça que c'est ultra important, je pense, pour les artistes et même pour nous de les voir travailler, évoluer, etc. quoi, et de se dire que peut-être on a cliqué sur un bouton quoi, pour faire ça, alors qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie, on va dire, pour faire ça. C'est pas très correct moralement, on va dire, pour nous, quoi. Ouais. Bah oui, totalement. Alors, puis, c'est juste pour dire aussi un truc, comme elle l'a dit, c'est que c'est pas aussi humain. Je veux pas se mentir, c'est qu'en fait rien vaut la créativité de quelqu'un. Alors que quand même l'IA actuellement, elle prend la créativité de tout le monde. Donc en fait, on va pas se mentir, elle vole. Voilà. Et sans demander l'avis aux artistes, et en fait tout d'un coup elle fabrique des choses, elle se les approprie. Et je sais que on est dans les studios à essayer de dire non, quand même, l'artiste à la place, c'est rien de... Moi, je trouve ça magnifique quand je vois mes amis en train de travailler, de fabriquer la chose. Voilà. C'est que juste, pourquoi pas, mais il faut pas que ça déborde trop. Il faut que ça reste un outil. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, que ça remplace pas, que ça aide,
dans sa Ouais, conception bien sûr. totalement, mais pas que ça remplace. Mais que ça nous aide, par exemple, des fois, comme tout artiste, on a la page blanche, des fois on manque d'inspiration et tout d'un coup, effectivement, j'ai testé cette chose et on tape On des l'a tous testé, mots-clés. je pense. oui, Voilà. pour voir. J'ai voulu voir quand même, je voulais connaître. Et effectivement, au mot des mots-clés, et j'ai été bluffée et impressionnée, elle sort un truc et on se dit, ah ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal ça, j'y avais pas pensé. Et voilà, c'est plutôt... mais après, c'est pareil, hein, on est sur Google Images ou Shutterstock, on a besoin de références. Voilà, il faut que ça reste dans l'outil de référence, mais pas dire « Ah bah maintenant, je vais fabriquer un dessin animé qu'avec l'IA. Voilà. Ouais. Alors du coup, on a une question entre guillemets plus détendue, bon, ou plus ou moins, dans le chat. On vous demande, est-ce qu'il y a un truc que vous auriez aimé savoir en vous lançant dans l'animation ou dans les métiers, dans votre métier? S'il y a quelque chose, vous revenez en arrière, au tout début de ce que quand vous avez commencé, et vous dites, fais attention à ça, ou attention, ça peut être un peu chiant, ou est-ce qu'il y a un conseil que vous donnerez à vous d'avant? C'est bizarre dit comme ça, mais... Alors moi, personnellement, je suis très contente en fait, on va dire, de ma vie et de revenir en arrière. Et je pense que je commence depuis ma 26e année, depuis 2024. Et je pense que j'ai encore à apprendre. Je ne sais pas, en revenant en arrière, est-ce que j'aurai la même expérience ou pas? Je ne suis pas sûre de savoir si... C'est compliqué comme question. Ouais, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que je pense pas que j'aurais un truc négatif parce qu'en général, quand on est à l'école, on nous prépare toujours au pire. On va dire que ça va être horrible, qu'on va toujours travailler, qu'on va faire des nuits blanches, etc. et tout. On nous dit que vraiment ça va être la vida loca, ça va être horrible. Et finalement, je pense que je me dirais de me faire confiance, de me dire ouais, tu peux y arriver, tu vas faire des trucs cool et c'est tout. pas mal ça. Ouais, genre fais-toi confiance, tu vas avoir des projets cool et tout, tu vas rencontrer des gens trop bien et tout. Avec qui tu vas partager des trucs et tout, et laisse-toi porter, genre. Ouais, et puis en plus, je trouve que pour moi, je fais le meilleur métier au monde. Je trouve qu'il est super. On a vraiment de la chance. Moi, je vois ce que mes parents, voilà. Donc moi, j'ai vraiment de la chance Moi, j'ai pas de problème en fait le matin à me lever et de me dire je vais travailler. Voilà. Et ça, c'est cool quand même. Ouais. Donc, se lançant, peut-être ça aurait été. On va dire connaître peut-être un peu mieux, mais on les connaissait un petit peu, les conditions, de savoir, voilà, peut-être mieux se préparer, mais en même temps, on a appris sur le terrain, c'est ce qui nous a forgé. Ouais, je sais pas, ouais, non, ouais. Non, bah, après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est des questions qui sont tellement ouvertes, c'est quasiment de la Ouais. philosophie à ce niveau-là. Non, mais en même temps, on réfléchit aussi, bien sûr. bonne question, pourquoi, voilà. Comme on apprend sur le tas, on répond sur le tas, c'est pareil. Ouais, on apprend sur le tas, effectivement. Bon, vous avez lancé un débat sur les IA, mais ils se non. débrouillent entre eux, hein, ils se battent entre eux, vous inquiétez pas, tout va Très bien, allez-y, battez-vous, mais sans nous. Mais du coup, on parlait de journée type tout à l'heure, on a compris que c'était compliqué d'en décrire. Vous avez, vous deux, connu l'arrivée du Covid, j'imagine. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Est-ce que vous travaillez plus en télétravail aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé peut-être depuis le Covid? Et est-ce que vous avez assez de contact humain? Parce que par exemple, nous je parlais avec les mangakas ce matin. C'était super intéressant, sauf que du coup ils disaient qu'ils avaient un métier qui était très solo. C'est-à-dire que quand ils sont devant la tablette graphique, il n'y a que eux qui travaillent sur leur dessin. Et des fois le contact humain pouvait les manquer. Est-ce que vous, des fois, c'est pas peut-être le contraire? Est-ce que des fois, il n'y a pas des moments où vous êtes en mode « Ah, je voudrais bien être un peu seul, là ». En vrai, je peux assez répondre très vite parce qu'en gros, j'ai été diplômée pendant le Covid. Ok. Du coup, c'est-à-dire que mon premier travail, c'était sur Mario pendant le Covid. Ok. Et en fait, je suis arrivée dans un studio très vide parce que du coup, et mes équipes, je les ai rencontrées que très très tard. C'est-à-dire que on parlait que à distance, etc. Et pareil pour la personne qui me gérait et tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment tous les deux tout seuls au studio avec des espèces d'énormes barrières et tout. Et comme première expérience pro, j'étais trop heureuse de commencer sur Mario, etc. en début de carrière. J'étais en mode waouh, c'est trop bien. Par contre, c'est vrai que j'avais besoin de plus rencontrer des gens. J'avais envie de plus voir comment ça fonctionnait et même comment le studio vivait en fait en lui-même, quoi. Et ça, parce que on n'avait pas le droit par exemple d'aller chercher des cafés ou se retrouver pour faire des pauses. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui nous ramenaient des cafés. Ça fait un peu luxe, mais on était en mode j'aimerais quand même y aller faire mes trucs, quoi. Donc, bon. Moi oui, oui, j'ai travaillé pendant le Covid. Ça a été comme on disait, pour la prod, ça a été un sacré
bordel entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était tous au studio et qu'il a fallu équiper tout le monde en télétravail, c'est-à-dire accès aux serveurs, les ordi à la maison, des taxis partout, des livreurs partout. Voilà, donc ça a été assez complexe de savoir si tout le monde après, on appelait tout le monde et c'est bon, ça fonctionne, c'est bon, le VPN, c'est nickel, tu peux y aller, bon, let's go, là, il faut y aller, on a perdu du temps. Faut faire. Voilà. Mais après, après, il y a des gens qui aiment le télétravail et effectivement, je bosse avec des gens des quatre coins du globe, donc qui sont en télétravail. En fait, ça va dépendre des gens, ça va dépendre aussi du projet. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Moi, je préfère être sur place, je préfère avec l'équipe. Ma maison, c'est ma maison, et voilà. Et j'ai envie d'être contente de rentrer chez moi, mais c'est mon point de vue à moi et personnel. Voilà. Moi, j'aime le contact humain, j'aime être avec les gens, j'aime échanger. Et voilà. Et c'est vrai que c'est des problématiques, c'est des problématiques qui sont différentes, c'est-à-dire c'est vrai que si tout le monde est ensemble, c'est quand même beaucoup plus pratique pour la communication et pour la gestion, voilà, que quand vous avez une partie qui est sur place et une autre partie en télétravail, voilà, c'est une autre gestion et qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus importante pour nous à la prod. Mais après, on n'est pas du tout fermé et on est à l'écoute des gens, mais c'est vrai que des fois, vous avez, je dis simple, par exemple, votre équipe d'animateurs, vous avez une vingtaine qui est sur place et vous en avez 3 au Japon, 2 aux États-Unis, 1 à Marseille, 1 à Bordeaux, Belgique, Londres, et là, les fuseaux horaires, les machins, au Brésil, oui, voilà. Et là, waouh. Donc, voilà, mais après, quand l'organisation est faite, quand tout est installé et quand tout est mis en place, ça va bien. Mais c'est vrai que le Covid a amené en fait beaucoup plus de télétravail après. C'est qu'avant, il y avait un peu de gens à distance, des artistes qu'on ne pouvait pas faire venir, qu'on voulait on voulait travailler avec eux, donc ils étaient à l'étranger, ou dans le sud, ou dans le nord de la France, ou voilà. Donc là, oui, on travaillait en télétravail, parce qu'on n'avait pas le choix, et voilà. Mais c'est vrai que c'était un truc qui se faisait pas du tout avant. C'était des cas exceptionnels. Et c'est vrai que le Covid a amené complètement le télétravail et voilà, et le dispatch partout. Voilà. Ok, je vais vous poser une question un peu, on va dire un peu plus fun. Je pense notamment à Manon, tu avais parlé de Mario, et il me semble que j'avais vu un tweet comme quoi il y avait des easter eggs dans Mario. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que tu as fait partie de ces gens qui se sont dit, allez, on planque des trucs par-ci par-là ou pas? Peut-être. Non, en fait, un de mes tafs sur Mario, c'était de classer les easter eggs. Du coup, j'en connais énormément. Et en fait, avec un de mes artistes qui s'appelle James, on devait trouver aussi des idées d'easter eggs à placer dans le film, parce que je faisais partie d'une des plus jeunes de tout Illumination, et en fait ils avaient des références un peu âgées de Nintendo, et du coup moi j'arrivais pour leur donner des petites refs un peu plus récentes, on va dire, qui existaient, et du coup je leur donnais plein d'idées qui mettaient un petit peu dans le film. Et j'ai même mon nom en easter egg dans Mario, dans la cuisine, dans la salle à manger de Mario, il y a un petit tableau avec plein de post-it, et sur un des post-it il y a écrit Manon. Et c'est beau. Du coup, moi, je sais qu'il y a mon nom. Est-ce que Séverine, vous avez une petite anecdote comme ça à nous raconter sur une de vos œuvres ou... Alors moi, oula. Alors avec moi, non. J'ai pas. Mais par contre, ça nous est arrivé dans des dessins animés, c'est-à-dire le Chara Designer. Donc on a les personnages principaux ou secondaires, et qu'en fait, il arrive, il te dit je vais prendre ta tête. Voilà, donc on se retrouve voilà, caricaturé un petit peu. Alors des fois on n'est pas très content. Moi ça m'est pas trop arrivé. Moi mes collègues, j'étais quelqu'un qui criait beaucoup dans les couloirs et je les appelais toujours par leur nom de famille. Donc j'avais une tonne de post-it à mon effigie dans les locaux. C'était super, à chaque fois j'en avais un qui arrivait, voilà. Mais oui, on a placé, moi je sais que dans la dernière série où j'ai travaillé chez Bobby Pills sur la série Blood Dragon, Capitaine Laserwalk Blood Dragon, on a le patron,
on a le directeur de prod, on a le chef layout. Voilà. Au design, ils se sont amusés à les designer, quoi. Voilà. Et ben, il est 18h. Ah bah, c'est parfait. On est Dans les temps. On est dans le créneau, c'est parfait. On est dans les deadlines. C'est ça, C'est- parfait. j'ai- On est j'ai dans bien- la deadline, on est à Exactement. l'heure. J'aime bien toujours finir, mais j'imagine que du coup ça va. Bon, peut-être vous avez des actualités. Si vous avez des actualités à nous dire, des endroits où on peut vous retrouver, peut-être des réseaux, si vous avez des réseaux, ou je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour finir Alors, moi, personnellement, je n'ai pas du tout de réseaux sociaux. Je suis comme Sonia. Voilà, moi, je suis à l'ancienne. Voilà. Mais ça m'empêche pas de regarder ce qui se passe. Non, ben moi, actuellement, je suis complètement chez Ankama. Donc, comme l'a dit avant Sonia et Malek, on est en pleine... Moi, je suis en train de finir Bestia, là, qui fait partie un peu du Cosmos. Donc, là, on parle du peuple Osam Audace. Et là, on est en train de mettre en place une préparation avec Tot, la saison 5 de Wakfu, qu'on a hâte de commencer. Voilà. Ok. Et puis moi, en vrai, là, on vient de finir saison 2. Du coup, pour l'instant, petit break, un petit peu, parce que doucement. Voilà, donc on va respirer un petit peu. Et puis à côté, je suis toujours sur Twitter, du coup, avec mon arrobase Manon_Paillet_. Et puis voilà. Parfait. Bah, c'est Bah, merci parfait. beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Et puis bonne Japan Tour à Bonne vous. Japan. Merci Merci de même. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Alors, est-ce que tu peux me dire qui c'est qu'on reçoit après? Alors, me semble-t-il que c'est Widad Nourdine et Benjamin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils sont là? Ah, et ben écoutez, on vous laisse gentiment Venez monter. donc. Prenez votre temps, vous inquiétez pas. On ne doit pas vous stresser, on n'est pas là pour ça, surtout pas. Tout de même. En tout cas, voilà, ça se passe très bien. J'ai beaucoup de questions que j'avais en suspens qui sont super cool. Du coup, c'est vrai que du coup, on a vraiment des domaines d'activité tellement différents que du coup, on découvre vraiment En fait, pas mal on de se, choses. rend, C'est vraiment super on se sympa. rend compte que le monde de l'animation finalement est très vaste. Il y a beaucoup de personnes derrière et beaucoup de rôles différents. C'est vrai que c'est super intéressant. Du coup, ce matin, moi, j'ai eu les mangaka français où c'était vraiment totalement différent. Où c'était une personne qui travaillait et qui faisait quasiment 30 minutes. Hein. 95% du travail. On va dire 80% pour pas dénigrer quand même le travail du reste. Là, du coup, c'est totalement différent parce que c'est des équipes qui travaillent ensemble. Du coup, voilà. On va pas vous piser la parole parce que la parole, elle est pour vous, les gars. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter en un peu de temps qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors, n'hésitez pas si jamais les micros, vous pouvez les incliner comme ça et vous pouvez aussi les descendre si vraiment ils sont trop hauts avec ça. Ok. Voilà. Alors, moi je m'appelle Benjamin Faure, je suis animateur 3D et 2D. 3D dernièrement surtout sur les films d'animation comme Mario qui est sorti récemment. Et 2D donc principalement pour Mappa Studio et dernièrement c'était sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man. Ok. Moi je m'appelle Widad Nourdine, je suis producteur d'animation au Japon dans un studio qui s'appelle Studio Masket. Et du coup on travaille sur 90% des œuvres qui sont diffusées à l'étranger et au Japon. Ok. C'est beau tout ça, c'est beau. On va tomber dans l'animation japonaise. C'est incroyable. Mais de ce fait, comment ça se passe quand vous travaillez sur des animations japonaises? Vous vivez à la fois en France et au Japon ou alors travaillez dans un des deux pays? Alors moi c'est particulier parce que je travaille depuis la France. Donc je ne parle pas japonais. Donc je me suis formé au Japon pendant 3 mois où là effectivement j'ai appris toute la terminologie et les mots nécessaires pour travailler pour les studios japonais. Mais je travaille depuis la France. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ne parlant pas le japonais, les studios en général ont toujours des traducteurs pour les réunions qui me permet moi d'avoir toutes les intentions, toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler convenablement. Pour ma part, comme je travaille au Japon, je suis directement dans le pays qui les produit et on est obligé de parler japonais. Pas de secret. Et c'est compliqué de rejoindre justement un studio japonais quand on est français? Alors aujourd'hui non. Alors il y a 15 ans oui, mais aujourd'hui non parce que en fait avec Internet, donc Twitter, Instagram, quand on poste nos dessins, nos animations, on se fait recruter justement par les chargés de prod qui nous proposent de travailler sur des animés. Donc il n'y a plus
il n'y a pas ce côté où on va toquer à la porte des studios. C'est voilà, les Seisaku qui viennent nous écrire, qui disent bah voilà, j'ai tel animé, telle séquence, est-ce que tu serais intéressé pour prendre quelques cuts, quelques plans. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a 5 ans, 10 ans pour travailler pour les studios. Ouais. Oui, je pense que c'est plus facile également maintenant du fait que le télétravail devient possible dans l'animation vu qu'on est passé sur du digital. Après, moi je suis dans le cas où que je recrute des animateurs plutôt, c'est japonais ou étrangers. Donc oui, en effet, c'est beaucoup plus simple maintenant de travailler, même depuis la France, comme dans le cas de Benjamin qui travaille par exemple depuis ici sur des prods là-bas. Et est-ce qu'il y a une différence entre travailler en France et travailler au Japon, même d'un point de vue du fonctionnement en interne ou des studios, ou ça reste plus ou moins la même chose entre l'Occident et le Japon? Il y a différents types de contrats, on va dire. Donc effectivement, si c'est que freelance, c'est-à-dire qu'on prend quelques plans de manière ponctuelle, c'est totalement différent. Par exemple, l'animateur japonais qui est en interne et qui, lui, tous les mois, il a des quotas, il doit rendre 20, 30 plans par mois. Et voilà, donc forcément, c'est pas pareil entre l'étranger qui va prendre peut-être une dizaine ou une quinzaine de plans, peut-être il va avoir même 2 mois pour le faire. Donc, il y a vraiment cette différence qui est assez notable là-dessus. Ouais. Au-delà de l'aspect production qui, je pense, diffère, enfin, je parle dans le milieu de l'animation, au-delà de l'aspect production qui diffère peut-être entre la France et le Japon, il y a des différences culturelles déjà. Ouais. Après, c'est toujours un travail qui est différent, dans une ambiance différente. Et la partie légale, la partie sociale est beaucoup plus, un peu, on va dire, stricte et rigide, on va dire, d'une certaine manière comparé à la France où on va, par exemple, là-bas plus travailler avec des horaires parfois qui peuvent être allongés. Et alors qu'en France, je pense qu'on ferait très attention aux heures sup qu'on fait. Justement, d'où vous est venue en fait cette idée de travailler justement sur des animations japonaises? C'est-à-dire, comment vous en êtes venu à vous dire je veux bosser maintenant sur les animations japonaises et... Moi, c'est assez particulier parce que je suis tombé un peu par hasard là-dedans. C'est-à-dire que j'ai toujours été fan de la culture japonaise, des animés. Mais pour moi, l'animation japonaise, c'était inaccessible. Juste déjà par le fait de ne pas parler japonais. Donc jamais je me suis posé la question de pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et pour ma part, ce qui est arrivé, c'est que j'étais parti au Japon en tant que touriste. Et j'ai voulu visiter les studios par curiosité, par intérêt de voir comment ils fabriquent les animés. Et j'avais visité le studio Yapiko, donc il y avait une branche au Japon. Et Eddie Meong m'avait proposé de travailler pour lui au Japon et d'apprendre l'animation japonaise et de me former là-dessus. Sauf que moi, là-bas, je venais de l'animation 3D. Je dessinais beaucoup, mais je ne faisais pas d'animation 2D, qui est quand même un autre médium, même si ça reste de l'animation. Et en plus, l'animation japonaise, c'est vraiment quelque chose à part. Donc j'ai pris le pari d'y aller et de me former. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance et l'opportunité de me former et après, derrière, de continuer à travailler dans ce milieu-là. Pour ma part, ça va faire bientôt presque 20 ans, je pense, que moi et le Japon. Et comme beaucoup, on a grandi avec la génération Club Dorothée, les animés, le boom du manga qui a augmenté, fin 90, 2000 et autres. Donc j'ai toujours suivi un peu l'évolution. J'ai travaillé en France également dans la vente d'animés, dans un ancien éditeur Bandai Visual, qui n'existe plus, Biz Entertainment. Et du coup, j'avais déjà mes contacts là-dessus. Et quand j'ai décidé de repartir vivre au Japon, juste vu avec mes réseaux sur place et les différents studios. Et à l'époque, il y avait un studio, le boss du studio Gonzo, M. Murahama Shoji, m'avait parlé d'une opportunité auprès d'un studio qui s'appelait Studio Emon Aoliners, qui était fait avec, on va dire, des fonds de différentes boîtes chinoises. Mais c'était un gros studio au Japon et il m'avait proposé de m'occuper de la partie internationale et de faire producteur. Et donc, j'avais accepté, évidemment. Après, de fil en aiguille, j'ai continué sur ce métier en tant que producteur
mais en plus en partant au début d'une partie plus financière, donc c'est-à-dire trouver les budgets pour faire des animés, trouver les partenaires du comité de production pour monter et créer ces animés. Donc j'étais parti là-dessus et jusqu'à ce que je décide de partir plus dans le côté production, c'est-à-dire on crée les équipes, on crée les agendas et on crée l'animation. Et c'est pas trop dur de travailler avec des gens de toutes nationalités différentes? Parler de créer un agenda. J'imagine que créer un agenda avec des gens qui sont au Brésil et au Japon où il y en a un qui est à minuit, l'autre qui est à midi, ça va pas être le plus simple. Ouais, ça c'est vraiment le plus gros challenge, c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver un agenda parce que même si on travaille avec des gens un peu partout, il faut que leurs horaires correspondent avec tout un tas d'autres personnes de l'animation, avec un réalisateur, un metteur en scène, même un chargé de prod. Il faut que en fait, l'horaire japonais devient l'horaire plus ou moins principal. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué pour eux. Des fois, on doit faire des meetings et chez eux, il est 4 heures du matin. Donc, on va dire c'est une gymnastique, mais on s'y habitue. Et généralement, les personnes qui sont freelance, qui travaillent avec nous, on arrive à être assez souple et compréhensif pour faire ces démarches-là. Oui, puis souvent, je me dis que les personnes freelance travaillent aussi. Ils savent que c'est des contrats qui vont pas durer 1 an, 2 ans. Donc, effectivement, ils peuvent être assez souples sur 1 ou 2 rendez-vous pour pouvoir aussi avancer de leur côté et puis finir les contrats. Moi, j'avais une question, du coup, c'est dans votre métier, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Est-ce que c'est quand le produit est terminé? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est l'après aussi? C'est quand vous voyez les résultats, entre guillemets, terminés avec les gens qui disent « Ah, c'est trop bien, machin ». Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier actuellement? Je dirais, fier, c'est peut-être pas le bon Ouais, mot, mais c'est vrai que quand on se rend compte, comme le festival ici, l'impact que ça a, le travail que l'on fait, parce que quand on travaille, on est dans son bureau. Moi, littéralement, vu que je suis en télétravail, je suis dans mon coin, je n'ai pas d'interaction avec d'autres gens. Et quand on reçoit des messages de soutien ou des personnes qui sont au courant du travail qu'on a fait, c'est super touchant et super motivant. Et justement, j'ai une anecdote là-dessus. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour le studio Mappa et un Seisaku, donc un chargé de prod, à un moment donné me dit tiens, on a reçu une lettre au studio à ton nom. Et en fait, c'était une collégienne japonaise qui avait écrit au studio, manuscrite, en disant qu'elle avait adoré Chainsaw Man, qu'elle était super fan des animations que j'avais fait. Et donc, pour le coup, c'était vraiment touchant et ça m'a vraiment motivé, donné vraiment de la force pour continuer, même si parfois, effectivement, c'est des métiers qui sont assez durs, qui demandent beaucoup d'investissement. Mais voilà, à contrario, de voir justement cette positivité auprès des gens, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me booste énormément. Pour ma part, vu que je fais un métier qui est un peu plus dans l'ombre, la fierté, au début, c'est vrai qu'en tant que fan sur les premiers projets, on dit j'ai travaillé là-dessus, ça nous fait une part un peu plaisir, on va dire. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est la fierté ou bien on est plus content d'avoir un projet qui se termine et se dire voilà, ça y est, c'est fait et on est rassuré. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais plus du soulagement. Et du coup, vu qu'on pour beaucoup de choses, par exemple, c'est le cas peut-être sûrement aussi de Benjamin ou des personnes de l'animation de base, c'est que ce que les personnes voient maintenant, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant. Donc entre-temps, nous, on est passé à autre chose. Dans notre temporalité, on est sur déjà 2025, 26, 27. Et du coup, en fait, quand il y a des choses qu'on avait fait avant, qu'on était content, mais c'est diffusé maintenant, j'avais complètement zappé. Donc on est vite dans une autre perspective et du coup, moi personnellement, je ne sais pas s'il y a encore de ce côté, encore pas, je ne dis pas de la fierté, mais je pense que je me dis, j'ai hâte de voir quand il y aura un projet qui me tient vraiment à cœur. J'attends d'avoir ce projet où je me dis, je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Alors du coup, moi, ça sera plus une question qui sera dédiée pour toi, je pense. Mais est-ce que tu es content de retrouver des projets sur lesquels tu as déjà travaillé et est-ce que du coup, c'est est-ce que toi, ça t'aide peut-être à te dire ah ouais, ce contrat-là, je vais le prendre parce que du coup, j'ai déjà travaillé dessus, donc j'ai déjà mes habitudes entre guillemets. Ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien avoir entre guillemets du challenge avec du coup des nouveaux mangas qui te contactent ou
Bah, un peu des deux en vrai, parce que la chance qu'on a en tant que freelance, c'est qu'on choisit nos projets. Ouais. Donc, d'une manière générale, le projet que je choisis, c'est qu'il m'intéresse et que je l'aime. Donc ouais, c'est toujours un plaisir de rebosser sur une licence sur laquelle j'ai déjà travaillé. Mais pour autant, je suis aussi très curieux de travailler sur des nouvelles licences parce que c'est d'autres designs, c'est aussi un autre staff, d'autres personnes, peut-être aussi un autre style d'animation. Donc en vrai, je suis assez sain, moi. Tant que j'anime, tant que je dessine, entre guillemets, quel que soit le projet, ça me rend heureux. Donc ça me suffit pour moi. Ok. Et justement, est-ce que à l'inverse, ça vous arrive d'être très critique envers vous-même? Est-ce que de temps en temps, vous regardez les œuvres sur lesquelles vous avez travaillé auparavant et vous dites « Ah non, ça, j'aurais pas fait ça comme ça ». Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'être critique justement sur ce que vous avez fait? Ah oui, tout le temps. Je pense que, même d'une manière générale, je pense que n'importe qui dans ce milieu de l'animation, mais pas forcément l'animation japonaise ou même le dessin, peut-être à l'instant T ou au moment où on finit, on est satisfait ou content. Mais 2 jours après, on est en mode « Ah non, en fait, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pu mieux faire ». Parce qu'aussi, on a le recul de notre travail quelques jours après, c'est plus frais. Donc oui, ça c'est tout le temps. C'est pas un niveau où je vais détester mon travail, mais toujours ce côté « Ah, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu faire ça mieux, dessiner ça mieux ». Mais oui, ça c'est tout le temps, mais ça fait partie entre guillemets de ce milieu-là et du métier, je pense. Pour ma part, en fait, c'est souvent un conseil que je donne aux animateurs avec qui je travaille, et spécialement les gens assez jeunes. Je leur dis toujours de prendre un recul par rapport à l'œuvre sur laquelle ils travaillent, parce que au final, en fait, ça ne dépend pas que de son travail. Le rendu global d'une série, d'un manga ou même d'un animé dépendra de plusieurs facteurs, de plusieurs personnes. Et à la fin, même si on a donné le meilleur de soi, le rendu final est peut-être un peu décevant. Donc je leur dis tout le temps de prendre une certaine distance de manière à se dire que j'ai fait ce que j'ai pu, ça m'a donné l'expérience que j'avais besoin à ce moment-là, mais j'ai d'autres projets maintenant. C'est pour ça que quand je vous disais il faut voir vers l'avant et non pas rester bloqué sur... Parce que au final tout reste perfectible, toute production, on peut l'améliorer. Mais comme on a des échéances de temps, de moyens, de budget, de personnel, peu importe, il faut juste se dire j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Le prochain projet, je ferai mieux, ainsi de suite. Mais c'est pour ça que la distance est pour moi, je trouve, très importante mentalement, physiquement et pour l'évolution du professionnel en soi. Mais justement, alors je vais tourner la question des deux côtés parce que du coup vous avez plus ou moins vous faites pas plus ou moins les mêmes choses. Est-ce que pour toi, est-ce que t'as pas des fois, du coup, tu dis pas j'ai envie de travailler avec des équipes plus petites, peut-être avoir plus ce côté c'est moi qui a chapeauté pour que ça fonctionne et tout. Parce que c'est vrai que indirectement alors c'est pas péjoratif de dire ça parce que c'est aussi comme ça, c'est un travail d'équipe. Vous êtes un peu un maillon dans une chaîne et c'est vrai que des fois voir que c'est peut-être pas le résultat escompté à la fin ou que est-ce que c'est pas un peu des fois se donner envie de se dire j'ai envie d'avoir une plus petite équipe ou pour toi du coup peut-être de travailler sur un truc personnel pour vraiment que ça soit à votre image à la fin. Est-ce que vous n'avez pas envie de savoir un peu ce côté-là de... Le souci, c'est que c'est pas un souci en soi, c'est une vérité. C'est juste que l'animation japonaise et l'animation tout court, c'est un travail d'équipe. Et on ne peut pas faire un animé tout seul. Au moins, on pourra faire des choses, mais on aura toujours besoin d'une autre personne, parce que chaque personne a une spécialité. Un animateur, c'est pas un coloriste. Un animateur, c'est pas forcément une personne qui va faire du décor. Donc on aura toujours d'une certaine manière besoin d'une autre personne. Donc évidemment, le fait de se dire je vais devoir faire ça pour avoir cette satisfaction qu'à la fin j'ai fait tout, c'est une certaine utopie. À moins, il y a des génies qui savent tout faire un peu. Ouais, bien sûr, mais pour vraiment tout faire, ça reste compliqué. C'est pour ça des fois quand je disais la distance, le recul et rester humble et se dire là j'ai fait ce que j'ai pu et je vais m'améliorer la prochaine fois. Ouais. Ok. Non, je y suis a d'accord. rien à rajouter. Il a tout dit. Mais justement, on va parler un petit peu animation japonaise. Est-ce que vous avez un artiste japonais ou une œuvre japonaise vraiment qui vous inspire? Même peut-être me permettre de même globaliser plus, parce que toi tu as travaillé dans la 3D aussi. Qu'est-ce qui vous a inspiré aussi, même plus jeune? Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap
Moi, je pense comme les gens de ma génération, entre guillemets, moi, c'est comme disait Nourdine, c'est le Club Dorothée, Ouais, c'est Dragon Ball Z. Donc, quand on est petit, on dessine des Sangoku, on dessine des Vegeta. Puis quand on devient ado, après, c'est Naruto, Bleach. Enfin, c'était un peu la période. Moi, c'est vraiment ce truc-là où j'ai baigné dedans. Après, on commence à acheter des mangas, moi, les Fullmetal Alchemist et tout. Enfin, c'est de fil en aiguille, mais sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste que c'est un chemin qui se fait un peu tout seul et tu te retrouves 15 ans après à, à faire des animés. Pour ma part, c'est très simple. Comme on disait, Club Dorothée, Dragon Ball Z. Et par exemple, je pense à Tours, aujourd'hui, on a une grande chance, c'est d'avoir le réalisateur, monsieur Yamauchi Shigeyasu, qui a fait les films de Broly, de Tapion, de Gogeta, de tous les autres, et la transformation de Sangoku en Super Saiyan, et a fait les films de Senseiya. En fait, c'est une personne qui a beaucoup influé sur ma passion. Et du fait de pouvoir actuellement travailler avec lui, d'avoir ce rapport-là, c'est, comme on disait, quelque chose dont je suis fier, c'est ça. C'est de me dire, je suis passé de fan à, on va dire, collaborateur, voire ami. Et ça, c'est une satisfaction en soi. Donc, je pense que s'il y avait bien une personne qui a beaucoup influé, cette personne en fait partie. Sa réalisation, sa manière d'écrire et tout, a beaucoup joué dans ce que j'appelle l'animation japonaise pour moi. Et justement, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier sur laquelle vous avez travaillé qui est pour vous votre plus grande fierté à l'heure actuelle ? Je dirais pas de fierté. Enfin, c'est pareil, c'est que j'apprécie vraiment toutes les œuvres sur lesquelles je travaille. Donc il y a toujours quelque chose de différent et de positif. Et chaque œuvre, on apprend quelque chose de toujours en plus. Donc je pourrais pas dire qu'il y a une œuvre en particulier. Qui moi, vraiment toutes sur lesquelles j'ai travaillé m'a vraiment apporté quelque chose. Pour ma part, après, oui, comme il disait, je soutiens également, c'est pas forcément l'œuvre. On passe l'étape de l'œuvre là me plaît, une fois qu'on l'a fait, après on voit l'envers du décor et des fois, en fait, on dit j'aurais préféré ne pas faire. Donc ça arrive souvent. Mais après, comme je disais, c'est plus le contexte dans lequel j'ai fait cette œuvre qui va me devenir important. Mais s'il faut citer des titres, l'épisode que j'avais fait avec Yamauchi Shigeyasu, on avait fait un épisode spécial de One Piece sur Uta, l'héroïne de One Piece Red. Et du coup, en fait, le fait qu'on ait géré tous les deux cet épisode avec les équipes, on a vraiment fait tout ça tout seul, quoi. Et c'était une bonne satisfaction. Et après, un autre projet, c'était le clip de Cyberpunk Edge Runner que j'avais produit. Et j'étais content à la fin que les clients, les personnes impliquées, tout le monde soit content et que les fans réagissent super bien au clip. Et ça reste des satisfactions personnelles. Est-ce que vous auriez d'ailleurs des conseils pour des personnes qui souhaiteraient travailler justement dans ce milieu d'animation japonaise ? Déjà, je dirais que parce qu'il y a beaucoup de facteurs assez importants pour pouvoir travailler dedans. Bien sûr, travailler son dessin, je dirais peut-être c'est déjà la base d'avoir un dessin solide. Bien sûr, après l'animation. Et après, il y a plusieurs chemins, je dirais, pour rentrer dans ce milieu-là. Le plus propre, je dirais, c'est d'aller au Japon et d'apprendre au sein du studio et de se former vraiment au cœur même à la source. Évidemment, c'est pas possible pour beaucoup de gens parce que comme moi, soit ils parlent pas japonais, soit financièrement parce que ça coûte cher aussi de tout lâcher entre guillemets et d'aller vivre là-bas. Mais au moins de s'informer du mieux possible parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a des bouquins, par exemple moi quand j'ai appris quand j'étais parti au Japon, donc j'avais ma formation entre guillemets pendant 3 mois où j'ai appris le plus possible qui m'était accordé, mais j'avais acheté un bouquin d'animation qui est très connu là-bas, mais qui est tout en japonais. Et je prenais mon téléphone et je faisais les traductions. Donc c'était très fastidieux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de possibilités pour apprendre proprement. Donc, et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas parce que, on va dire, on sait animer en France ou en Europe qu'on saura animer au Japon. Parce que c'est vraiment un processus qui est complètement différent. Et ce sont des choses qu'il faut apprendre, des terminologies à apprendre. Il y a une façon de faire qui est particulière. Mais c'est pas impossible parce que j'ai réussi à le faire, plein de gens ont réussi à le faire. Mais il faut que ça soit fait de manière méthodique. Et il ne faut pas aussi,
il faut être aussi humble et accepter de faire des petits plans simples et pas vouloir forcément faire du gros sakuga où ça bouge dans tous les sens. Et voilà, commencer petit à petit, apprendre petit à petit et après voilà, c'est comme tout, ça vient en pratiquant. Comme dit Benjamin, je pense que dans l'animation, il a largement de quoi donner des conseils, je pense, son expérience le prouve. Moi, pour le Japon, parce que je peux parler que du cas du Japon, parce que je travaille là-bas et que c'est dans mon milieu-là, j'ai pas fait en France malheureusement pour pouvoir comparer. Mais pour les personnes qui veulent travailler dans l'animation japonaise, entre guillemets, il y a déjà une chose qui est importante, même si au fur et à mesure elle le devient de moins en moins, mais c'est la langue japonaise. Au-delà de parler un tout petit peu japonais, il est important aussi de connaître un peu le vocabulaire spécifique à l'animation. Parce que quand on va donner des conseils à des personnes, quand on va leur expliquer le travail qu'on va leur donner, il y aura besoin de comprendre ces vocabulaires. Parce qu'en face, eux, ils veulent avoir affaire à des professionnels. Et donc, quand on leur dit quelque chose, quand on parle avec un langage de professionnel à un autre professionnel, on s'attend qu'ils comprennent. Et si ça ne marche pas, en fait, ça peut poser des problèmes. Parce qu'il va faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on lui a demandé. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis la langue est très importante. La manière de produire est aussi un peu différente de celle de la France. Mais une fois qu'on comprend ces petites nuances, on peut tout de suite s'adapter et à réussir à rentrer dans ce milieu. Et après, le milieu de l'animation est tellement large qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a que le travail d'animateur. Il y a le travail de chargé de prod, c'est-à-dire ceux qui seront en contact avec les animateurs pour récupérer le matériel. Ça ne nécessite pas de savoir dessiner, ça nécessite juste de savoir communiquer. Donc la langue sera l'outil. Et il y a tellement de métiers différents que tout le monde a sa place. Aussi bien dans la partie finance aussi, que dans la partie droit, dans la partie production. Donc ça reste ouvert. Mais pour venir au Japon, je conseille toujours la langue japonaise. C'est un must. Mais justement, tout à l'heure, on en parlait, on disait que souvent les Japonais sont très traditionnels sur certaines choses et pourtant c'est un pays qui est avancé, technologiquement parlant. Est-ce que justement, dans l'animation japonaise, ils restent vraiment ultra traditionnels, c'est-à-dire pas forcément à travailler numériquement? Est-ce que ça reste papier-crayon? Est-ce qu'il reste ancré finalement comme à l'époque Ouais. Je pense que ça peut varier d'une production à l'autre. Ça dépendra toujours de l'état d'esprit du réalisateur, du studio, du producteur. Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent un peu tenter des nouvelles choses. Il y a toujours des personnes qui tentent au Japon. Mais c'est vrai que la grosse majorité, on ne prend pas de risques parce qu'on connaît les agendas, on connaît les budgets et on préfère faire le plus, on va dire, là où il y a le moins de risques possible. Quand il y a des risques à prendre, c'est-à-dire on va tenter de changer le chara-design en mettant de la 3D mélangée avec de la 2D. C'est des choses qui ne font pas tout le temps, mais si on doit faire ça, ça veut dire on a soit un long agenda pour faire la production, soit un long budget, un gros budget. Donc il y a des personnes qui tentent, mais généralement on va rester dans les cases pour pouvoir faire quelque chose qu'on sait faire. Parce que quand on tente quelque chose, il y a trop de risques et la responsabilité, c'est quelque chose qui fait très peur au Japon. Et donc, prendre des responsabilités, faire quelque chose qui a possibilité que ça foire, il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire. Moi, je propose qu'on finisse sur une petite question fun. Il nous reste une petite minute ensemble. J'avais oublié qu'on allait marquer ces questions et celle-là, je la trouve trop bien. Si vous deviez transformer un film en live action, donc fait avec des vrais acteurs, en animation japonaise, c'est lequel que vous choisirez? Si on avait genre un seul, et genre demain on vous le dit, genre vous allez directement dessus, vous dites ok je bosse dessus, je veux rien savoir, je m'en fous, je veux travailler sur ce film. Juste pour le fun, Jurassic Park. Ok. Ah, j'aime bien. Il y a du boulot, hein. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Hein. En film moi je dirais... Si tu veux, je peux dire série. Allez, si t'aides un peu. Non. Mais ouais, en film, désolé, je partirais sur un truc un peu mineur, mais j'aimerais bien une adaptation de Police Story, un film de Jackie Chan, quoi. Ok. Donc, c'est quelque chose qui me plairait bien de voir ça en action animée, de se permettre des choses et ce serait intéressant. Oui, parce que c'est sûr que du coup, t'as tellement une ouverture de fou par rapport à ça. Que même si tu suis la trame, je pense que juste en suivant la trame, tu peux te taper des barres 30 secondes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous. Il est 18h30, on est encore une fois dans le timing parfait. C'est beau. Je vous souhaite une bonne Japan Tour. Et dernière petite question, où est-ce qu'on peut vous retrouver là, sur cette Japan Tour? Ou est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver? Alors nous on est au stand de dédicaces, donc demain on a encore des créneaux dédicaces et sur les réseaux, sur Twitter ou Instagram c'est b.fort.art. Voilà. Ok. Sur le festival, sur les différentes rencontres avec les invités japonais. Et désolé sur les réseaux sociaux, je suis pas très présent, mais sur mon Twitter, Hokutoriko. Hokuto comme Hokuto no Ken et Toriko comme Toriko. C'est parfait, de toute façon Super. on a toujours un sur deux qui est actif sur les réseaux, pas l'autre, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, et puis Merci. bonne fin de salon, rentrez-vous bien. Bonne fin à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il est là. Est-ce que Mustapha est là de Mini-Ours? Ah, je pense que oui. Vous venez à deux ou vous venez tout seul? À deux, écoutez, allez-y, on venez. vous en prie, venez. N'hésitez pas à passer là où vous pouvez, là où vous voulez, là où pas. vous le sentez. Et bienvenue. Merci, bienvenue, merci Merci. beaucoup. Merci infiniment de nous inviter sur ce plateau. Merci à J'espère vous. que tout le monde est chaud. Ah, c'est une fin de journée, mais j'espère que oui, ils sont chauds. Bien sûr, Faut se ils ont réveiller l'air là. Un petit peu de présence quand même. Déjà, dans un premier temps, comment ça va? Est-ce que cette Japan Tour se passe bien pour vous? Vas-y, Garance. Moi, ça se passe hyper bien. C'est la deuxième fois seulement que je suis à Japan Tour et la deuxième fois de ma vie que je fais une convention en tant qu'invitée. Donc, je suis très très heureuse. Non, ça se passe plutôt très bien. On est toujours très bien accueillis à la Japan Tour. Donc déjà, merci beaucoup. Et voilà. Bon, bien, merci. Ah, je le prends personnellement, mais bon, c'est pas nous qui faisons l'accueil. Hein, mais... Si, c'est vous qui faites l'accueil. Si. Ah, je suis d'accueil. Nous sommes l'accueil. Alors, est-ce que Bonjour vous pouvez à tous. présenter un peu votre travail? Bien sûr. Avec Garance, on a fait une série qui s'appelle Mini Nours, qui raconte l'histoire d'un nounours en conditionnel. Un nounours en conditionnel, c'est quoi? C'est un nounours qui a vendu de la drogue devant une école maternelle, il n'aurait pas dû. Et comme nous sommes dans un monde où les prisons sont pleines, on a décidé de de le punir en le forçant à raconter une histoire tous les mercredis après-midi. Et du coup, c'est un espèce un peu comme à la South Park, une espèce de choc des cultures entre un univers absolument merveilleux et fantastique et très enfantin et la dure réalité de ce qu'est le monde, à savoir la drogue, le racisme, la xénophobie, j'en passe et des meilleurs. Tinaria, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu sais ce que fait Mustapha exactement pour Mini Nours, dans tous les détails ou pas? Pas du tout. C'est une question piège. Parce que si je me trompe pas, du coup, déjà tu travailles sur Mini Nours, c'est déjà pas mal, mais aussi tu prêtes ta voix, si je me trompe pas, non? C'est ça. En fait, j'ai toujours voulu faire du doublage et c'est compliqué de faire du doublage. Du coup, Oui. avec Garance, on a décidé j'ai voulu m'octroyer le rôle principal. Voilà. Est-ce que maintenant tu reconnais sa voix? Oui, maintenant oui. Voilà, j'ai toujours. En fait, pour l'anecdote, du coup, on t'a eu l'année dernière, si je me trompe pas. Et moi, j'ai trouvé ça l'anecdote trop drôle en fait de dire que tu fais aussi du coup Mini Nours littéralement. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand tu parles comme ça. Et c'est dès que tu le dis, t'es en mode ah ouais, mais non. Mais du coup, pour revenir un peu à Mini Nours, vous êtes à quel moment vous êtes dit on va faire Mini Nours? Comment c'est arrivé? En fait, on voulait, comment dirais-je, on voulait faire notre programme. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait faire de la comédie d'aventure avec Garance. Et du coup, on essaye, ce que je disais un peu tout à l'heure, enfin ce matin à la FAQ, j'ai essayé de répondre à une demande et de l'analyser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flux et grâce à TikTok, grâce à Instagram, et même à l'époque, avant que TikTok explose, YouTube proposait ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite demande de petits dessins animés sur la société et un tout petit peu la politique. Je m'explique. Je trouve qu'on a beaucoup de dessins animés en France et c'est super. D'ailleurs, on a de super artistes, mais on a très peu de dessins animés sociaux. C'est-à-dire de dessins animés comme South Park. South Park parle beaucoup des États-Unis et de leurs problèmes. Il parle de tout, de la gauche comme de la droite, enfin des conservateurs comme des démocrates. Et pareil, j'ai voulu faire pareil, mais avec des problèmes bien à nous, c'est-à-dire des problèmes français. Et du coup, j'ai appelé Garance, je lui ai dit veux-tu faire ça avec moi? Elle m'a dit absolument. Et
Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais du coup, vous avez tous travaillé ensemble et vous faisiez quoi avant, du coup, avant Mininours? Quand on a travaillé ensemble avant, on a fait la genèse de Mininours, qui est vraiment un épisode horrible qui est encore disponible sur YouTube, qui est vraiment juste. Moi, je le connais pas, je veux le voir. C'est l'épisode de Yes vous aime du coup, de Mininours, et c'est affreusement mal dessiné et c'est très drôle. Non mais c'est très drôle. Moi j'aime bien le garder quand même sur YouTube parce que c'est une archive quoi. Et on a commencé par ça, on a trouvé ça drôle. Et après, Mustapha m'a proposé pendant le confinement de recommencer à faire ce genre de petites choses. Et on a fait genre des zizi qui parlent et tout, moi je trouvais ça génial. Et c'est après que Mustapha a proposé en production Mininours et que ça a pris. Donc on a dit oui, grave. C'est carrément. ça, c'est vraiment les astres se sont alignés. On avait reçu de l'argent du CNC, on en a profité pour faire un pilote. J'ai envoyé, comme on était encore dans les petits papiers de Canal+, j'ai envoyé le pilote sans trop réfléchir, moi qui d'habitude résine à le faire par timidité ou par peur de déranger. Là j'étais en mode bas les couilles et du coup je l'ai envoyé et ça a marché. Voilà. Enfin il m'a appelé 1 heure après. Donc s'il y a une morale dans cette histoire, c'est bien on s'en bat les couilles. Ouais, Je veux dire, on tente de toute façon en tous les cas. Tentons au pire, franchement ils répondent pas, c'est ok ouais. Voilà. Mais justement, avec ce type d'animation, parce que de ce fait, vous dénoncez la société, comment ça a été reçu de la part du public? Mais en fait, le public est en demande de ça. Alors, l'avantage, et c'est aussi, j'ai beaucoup appris encore une fois de Trey Parker et Matt Stone, qui sont les créateurs de South Park. Ce qu'ils font et ce qui est merveilleux, c'est que, bon, ils sont vachement à gauche, mais ils tapent sur tout le monde. Ils tapent même sur les gens de gauche, alors qu'ils appartiennent à plus, ils se retrouvent plus dans ce parti-là. Et du coup, l'idée, c'est de taper sur tout le monde. Donc il y a des gens qui vont pas être contents les premiers épisodes, mais qui vont être très contents qu'on tape sur les ennemis. Les humains adorent qu'on se délecte des problèmes des autres. Je vous jure que c'est vrai. C'est comme ça. L'humanité est ainsi faite. Et donc voilà, je me délecte des problèmes des autres et pas du tout des miens. Non, si, beaucoup des miens en vrai. Beaucoup des miens. Et est-ce que justement, par rapport à la création des épisodes, est-ce que vous devez suivre l'actualité pour en faire au fur et à mesure ou... C'est ça qui est un tout petit peu compliqué, c'est que comme c'est une production sur 1 an, alors c'est diffusé sur 2 mois, mais ça demande un an, ça demande un an de production. En vrai, en jour plein, non, mais on n'a pas le choix de faire ça sur 1 an parce que les éditos du studio Bagel ne nous permettent pas de faire plus. Et du coup, on est obligé, et il est là le délire, c'est qu'en écriture, on est obligé d'avoir une actualité extrêmement tiède. Par exemple, on peut plus parler du 49.3. On avait écrit, je dis ça parce que c'est un bon exemple, dans la saison 3 qui va sortir en septembre d'ailleurs. Dans la saison 3, on avait écrit une petite blague sur le 49.3. C'est tellement plus d'actualité qu'on l'a enlevé. Et ça, c'est un exemple, mais par contre, on peut encore, c'est pour ça que ce personnage, je pense qu'il fonctionne bien, on peut encore parler de racisme et de xénophobie et de misogynie et de tout un tas de choses qui sont contraires aux valeurs que je porte, parce que ça, c'est vraiment d'actualité, c'est très français. Alors, je me remets de répondre au chat rapidement. Je viens de rejoindre le live. Est-ce que c'est le créateur de Mininours? Exactement. Oui, c'est les créateurs de Mininours, c'est important. Bien sûr, Garance a toujours été là, elle est là depuis le début. Garance, c'est celle qui fait la direction artistique, et la direction artistique est une le pierre angulaire à ce grand travail. Cette série n'aurait jamais pu avoir lieu si Garance n'était pas là, clairement. Donc, merci, voilà, Garance est là. De toute façon, on en revient au métier de l'animation rapidement, mais ça reste que c'est un travail d'équipe. Et en parlant d'équipe, vous êtes combien actuellement à travailler sur Mininours? Même si vous avez des gens qui travaillent, qui tournent autour, Mininours, c'est combien de personnes environ pour une saison? Ça dépend si tu prends en compte les voix off, qui sont très importantes. Mais en fait, ça dépend. Si c'est tout le casting, combien on est? Une vingtaine? Le casting? Tu veux dire les acteurs? S'il y a vraiment tout le monde, je pense qu'on a une vingtaine. Okay. Mais concrètement, peut-être un peu moins. Moi, je pense qu'on est moins 20 grands max. 20 grands max, quand on invite, en comptant tout. Et si on parle uniquement de l'objet visuel, par exemple, on est 4, peut-être. Ouais, c'est ça. 4. C'est ça, c'est une petite équipe. Ça reste une très petite équipe. Ouais. Une toute petite équipe, car c'est une mini-série. Ouais, Mininours. Oui, alors, du coup, Mininours, quand même, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du format de Mininours qui est un peu atypique, je dirais.
C'est quoi, c'est une saison d'environ 8 épisodes, c'est ça? C'est 10 épisodes 10 et épisodes. c'est environ 3 minutes par épisode. Voilà. C'est ça. Donc tout Sauf à fait le dernier. à la fois sur YouTube, ça je me trompe pas trop. Tous les épisodes sont sur YouTube. En fait, ils sont aussi sur TikTok, ils sont aussi sur Instagram. Et on m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient sur Snapchat. C'est des épisodes qui sont vraiment faits pour le flux Internet. Ils répondent à cette demande-là. Et c'était aussi le pari, c'est que c'est de la fiction. Et normalement, la fiction et les réseaux sociaux, ça marche pas très bien. TikTok, je crois, et je ne sais pas, je théorise. TikTok est en train de renverser la tendance à cause des vidéos postées illégalement. Genre les films, on peut voir un film d'1h30 sur TikTok maintenant. Et je crois que maintenant les gens sont prêts à regarder de la fiction sur TikTok. Je ne sais pas, je théorise. Bon, Elle s'appelle Garance, je m'appelle Mustapha. Il y a quelqu'un qui demande les noms des personnages. Une petite Des question personnes. du chat justement, est-ce que vous censurez parce que certaines idées vont trop loin? Il y a des idées qui vont trop loin. Mais elles ne sont pas diffusées car mon producteur et Canal+ me disent non, pas ça Mustapha. Donc non, en vrai je suis entouré heureusement parce que je peux pas aller trop loin. Si on est en équipe, je peux pas vraiment aller trop loin. Alors oui, le dernier épisode de la saison 2 qui s'appelle Bad Trip, ça parle du grand remplacement. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on peut pas... Il y a une manière d'écrire qui fait qu'on ne peut pas dépasser les bornes. Par exemple, je donne un exemple. Mininours est raciste. Si on n'a que les répliques de Mininours qui dit tais-toi Chacha car tu es un arabe, c'est un peu plus complexe que ça, mais il lui dit ça un moment. Si on s'arrête là, c'est raciste. Mais tant qu'on a Chacha qui lui dit c'est raciste, ce que vous dites, c'est pas cool. Voilà, c'est plus du tout raciste, c'est même peut-être un peu de gauche. Mais c'est super, c'est ça qui est super intéressant avec Mininours, du coup c'est vraiment ce contraste où vous essayez de faire passer des idées via un dessin animé et du coup c'est ça qui fait la force de Mininours aujourd'hui. On va parler un peu de la suite parce que c'est vrai qu'on a un créneau qui est très court, des questions j'en aurai beaucoup, mais on va essayer d'aller synthétiser pour pas que ça dépasse parce que bon après on a des collègues qui travaillent aussi. Pas de soucis. Bien sûr. C'est quoi la suite du coup? Prochaine saison en septembre. Logiquement septembre, on n'a pas encore fini, aux alentours de septembre. Mais la rentrée scolaire est quand même bien pour ce type de programme, surtout pour avec un rythme de diffusion ou tout sort en même temps style Non, Netflix? c'est tous les mercredis, 2 épisodes sur Insta. Les 2 épisodes d'un coup, c'est sur Insta, je crois. Non, sur YouTube et sur Insta, c'est un épisode. C'est tous ça, les il me mercredis. semble. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est émietté, quoi. Ok. On me dit dans le chat, est-ce qu'un exemple de sketch ou de série qui se moque de la gauche? Oui, toutes les sketchs de la gauche. Les gauches se moquent vachement de la gauche. Oui. Tu peux regarder par exemple mon compte Instagram, Ersman, et tu verras que je me moque de moi. Mais aussi de la droite, mais aussi de moi. Et du coup, d'un point de vue personnel, est-ce que vous faites autre chose à côté de Mininours? Est-ce que vous avez du contenu personnel? Tu parlais un peu de toi. Est-ce que vous faites autre chose à côté, en fait, tout simplement? À côté de ça, moi Ouais. je suis comédienne et danseuse, donc vraiment rien à voir. Oui, j'ai une compagnie de danse avec mes meilleurs amis et on fait des spectacles où on adapte des symphonies comme le Sacre du Printemps de Stravinsky. On les adapte pour des voix, on les chante a cappella et on les danse en déambulation dans un espace non scénique. Et moi, je fais des cartoons sur Instagram de temps en temps, en fonction de l'actualité. Et je prépare une série pour la rentrée. Mais en vrai, je peux pas en parler, donc je suis désolé. Oh non, j'y ai cru. Non, Ah, je j'ai peux pas cru du tout en parler. Ah, Mais je produis, je crois que j'ai un syndrome TDAH et je peux pas... J'ai besoin de travailler beaucoup et donc je produis beaucoup de choses. Et donc il y a des chances que parmi tout ce que je produis, des choses soient diffusées. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il nous reste une petite minute. Moi j'ai bien envie que, juste comme ça, si vous avez, allez, je vais être gentil, 2 phrases pour décrire Mininours. Voilà, si jamais, je sais pas, genre vous devez en parler à une personne qui connaît vraiment pas Mininours. 2 phrases pour en parler, pour décrire Mininours. 2 mots? De phrases. Deux Ouais, phrases. J'étais gentil, 2 phrases, mais je pense que sinon ça va être 3 mots. Ok, je vais dire 2 mots. 2 phrases. Oh, 2 phrases. Mininours, c'est la quintessence du progressisme, de l'humanisme et
et de l'avenir. Ça me paraît parfait. Quelque chose à rajouter? Plus vulgairement, moi je dirais que c'est un nounours qui détruit l'innocence d'enfants. Voilà. Parfait. Qui a raison, qui a tort. Voilà. Vous le saurez en regardant Mininours. On rappelle du coup septembre, sortie de la saison 3. Parfait. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci à vous. Comme on dit. Et puis, belle fin de Japan Tour et bon courage pour demain aussi. Parce que